On va commencer par, j'ai envie de dire, une grosse news qui est peut-être le rabibochage. Je vais couper la musique. On va commencer par une news, donc, qui est un peu le rabibochage de la décennie potentielle avec le retour en grâce d'un couple qui était bien connu, qui s'est séparé à grands coups de fracas de la tech. Et vous savez, parfois, lorsque vous êtes dans un couple et que tout d'un coup la personne vous quitte et que vous ne comprenez pas pourquoi la personne vous a quitté, et qu'après vous vous rendez compte que vous étiez un peu la merde du couple, voilà, et que la personne vous a quitté pour les bonnes raisons, et que depuis que votre ex vous a quitté, eh bien, votre ex, elle a complètement glow up de ouf, et que vous êtes un peu resté dans vos restes et vos acquis, et ben, des fois ça finit mal, et puis des fois on travaille, on fait des sacrifices, et on essaie, par petites touches, sans forcer, de regagner un peu le cœur de son ex de manière très humble, et la plus saine possible. Tout ça pour vous dire que Apple va peut-être reprendre des processeurs Intel. Oui, incroyable, mais c'est pas ce que vous pensez. C'est pas ce que vous pensez. Évidemment, Apple ne va plus jamais réutiliser des processeurs Intel, mais Apple pourrait peut-être refaire fabriquer des processeurs Intel, des processeurs Apple par Intel. Donc Intel deviendrait un simple fondeur, un simple constructeur de processeurs pour Intel. Le Moicas qui je crois que tu faisais une annonce perso. C'est pas du tout inspiré de ma vie privée, bien sûr. C'était pas du tout quelque chose de beaucoup trop spécifique. C'était quelque chose de très général dont je vous parle, bien sûr. Et si c'était ma vie perso, j'aurais été évidemment la personne qui est partie, pas la personne qui a été quittée. Bref, plein d'histoires très très drôles dans cette news. Plein d'histoires très drôles dans cette news. Donc, Intel qui court après, un niveau et une aura qu'ils ont laissé faner depuis des années. Ils courent après un fameux processus de gravure qui s'appelle le 18AP, qui leur permettrait de revenir un peu dans la course avec les plus grands fabricants de puces au monde comme TSMC, etc. Ils galèrent. Je vous rappelle qu'ils se sont fait un peu dépioter depuis. L'État américain a pris une part, Nvidia a pris une part, tout le monde s'est un peu servi à la gueule et tout. Mais dans un moment où, à cause d'eux, ou grâce à Donald Trump, il faut penser un peu américain, eh bien Apple a trouvé une manière un peu win-win-win-win-win de échapper aux foudres du président et de se mettre un peu bien à peu de frais. L'idée, c'est que Intel va enfin, peut-être, dans 1 ou 2 ans, même en début d'année prochaine, être capable de graver des puces de manière hockey-tiers. Voilà. Pas le top du top, mais déjà hockey-tiers et pas du tout ce qu'ils ont fait ces dernières années. Apple a besoin de montrer au gouvernement Trump qu'ils font du Made in USA ou du America's First. Et donc l'idée ici, c'est que Apple, telle une ex prudente qui ne va pas se faire avoir 2 fois, donnerait une partie de la prod de ses processeurs à Intel, mais les processeurs évidemment les moins perfectionnés. Imaginez potentiellement le fameux MacBook de demain avec un processeur A ou un MacBook Air de demain avec un processeur M non Pro, non Max, non Plus, voilà, de base. Mais ça permettrait quand même officiellement à Apple d'avoir ces processeurs qui sont fabriqués par une entreprise américaine sur le sol américain ou européen, et ça mettrait tout le monde très bien. Ce que je trouve, ce que je trouve très drôle, c'est qu'encore une fois, vous voyez ici, selon Ming-Chi Kuo, qui est le fameux analyste tipster de l'industrie de la tech, qui dit attention, encore une fois, parce que Apple a dit à Intel que OK, la version de votre gravure est OK tiers, mais on ne s'avancera pas tant que vous n'aurez pas atteint une certaine version et une certaine performance, etc. Eh bien, ce que je trouve drôle, c'est que on pourrait avoir des processeurs qui arriveraient 20 ans après l'erreur majeure d'Intel, puisque je vous rappelle qu'il y a 20 ans sortait l'iPhone et qu'à la base, Apple avait demandé à Intel de graver les puces de l'iPhone et qu'Intel avait dit marché pas très porteur, le prix demandé par Apple, nous, vu les marges de port qu'on se fait à chaque fois, là, les marges sont pas ouf, on va passer. Voilà. Et Apple, du coup, aurait été voir Samsung, puis TSMC, avec le destin que vous connaissez. Mais c'est assez drôle ce qui est en train de se passer actuellement. Cette sorte d'union, pas contre nature, mais une union d'opportunités qui est à la fois technologique, politique et business. Mais voilà.
Et donc vous le voyez ici, hem, le processeur d'entrée de gamme, de chez Apple côté M, il est dans les MacBook Air et l'iPad Pro, voilà, dont les ventes sont environ de 20 millions d'unités pour 2025 pour les iPad Pro et les MacBook Air. Vu que les ventes du MacBook Air en 2026 pourraient être réduites par le fameux MacBook, je vous rappelle qu'il y a une rumeur d'un MacBook à 799 voire 699 qui sortirait avec, un processeur A19. Eh bien, on pense que, du coup, en 2026 et 2027, les ventes d'ordinateurs, avec, le processeur M de base tomberaient à 15-20 millions d'unités. Là-dedans, il faut rappeler, enfin, c'est pas le gros des ventes, mais il faut voir que Michikyo, je pense, oublie un produit qui est évidemment celui qu'on adore, même si en termes de vente, c'est pas gigantesque, qui est le Mac mini, qui également utilise des puces M, normales. Voilà. En termes absolus, voilà, donc, cette quantité de volume pour, le fabricant historique d'Apple qui est TSMC, c'est rien. Je vous rappelle qu'encore une fois, Apple a vendu pour 245 millions d'iPhone pour cette année. On s'attend à 245 millions d'iPhone pour cette année, et dont TSMC, évidemment, grave l'immense majorité, plus ou moins, ensuite a ajouté, tout ce qui est iPad et Mac et cetera. Évidemment, venir gratter un peu dans une sous-partie des processeurs de gamme qui sont minés en termes de vente pour Apple, c'est pas grand-chose. Intel ont réussi à rien sortir en 18A, Djibouti, non. Non, non, Intel, il galère encore. C'est pour ça que là, l'idée, c'est que, encore une fois, Apple ouvre la porte à Intel aussi pour des raisons politiques. Mais vous voyez que pour Intel, ce serait très, très, très important. Pour Apple, ce serait assez pratique, mais en vrai, pas si important que ça. Et pour TSMC, ça changerait pas grand-chose. On verra effectivement si en 2026, on a des ordinateurs avec les mêmes performances en termes de processeurs et de gravure, et cetera, que ce qu'a fait TSMC jusqu'alors. Maintenant, on va aller voir aussi un autre, géant de la tech, qui a loupé le virage des mobiles. Évidemment, c'est l'ami Windows. Est-ce qu'Apple ne fait pas ça pour l'instant en attendant l'après-Trump? Tout à fait, là, ce qu'Apple fait là, ici, c'est clairement parce qu'ils sont sous pression de Trump. Sinon, Apple n'a aucun intérêt à quitter le meilleur, graveur de puces au monde, dont ils sont le meilleur client au monde. Donc le combo, aujourd'hui, Apple TSMC, c'est vraiment invincible. C'est vraiment, heu, les rois du haut de gamme ordinateur avec les rois du haut de gamme, de la gravure. Donc, c'est pour ça que 15 millions de pièces, c'est pas non plus, quelque chose qui change, beaucoup, quoi. Donnez-moi 2 secondes, je viens de penser à quelque chose que je dois acheter aussi pendant le Black Friday. Hop. Maintenant, on va aller voir est-ce que vous alors non, déjà, je vous remets le lien évidemment dans le chat parce que je vous rappelle que vous retrouvez tous les liens dans mon Discord ensuite. Mais l'autre, lien, c'est évidemment un petit PDF de compte rendu financier. Mmh. Alors vous dites: «OK, qu'est-ce qu'on va dire sur Dell?» Rien, j'ai rien à dire sur Dell. Mais ce qui est très intéressant, eh bien, c'est qu'ici, le CFO de Dell, donc le directeur financier de Dell, explique notamment, eh bien, que c'est les premiers à donner les chiffres. Selon les sources internes de Dell, il y aurait actuellement 500 millions de PC qui sont éligibles pour passer à Windows 11 et qui sont restés sur Windows 10. Donc vous savez que Windows 11 est détesté de tout le monde et que Windows 11 fait un démarrage qui est très très lent par rapport à Windows 10. C'est un taux d'adoption qui est vraiment très lent. De toute façon, Windows, ça a toujours été compliqué pour les taux d'adoption de leur nouveau, comment dire, de leur nouveau OS, la nouvelle version de leurs OS. Mais là, ce qu'on voit ici, et ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il y a vraiment une très 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 mauvaise adoption de Windows 11 là-dessus. Et ce qui est dingo, c'est qu'on parle de 500 millions de PC. Et ce qu'il explique aussi, c'est qu'il y aurait 500 millions de PC âgés de moins de 4 ans qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas éligibles à Windows 11. Vraiment, on est dans un délire. Je vous rappelle que Windows 11, vous le savez maintenant, encore une fois, je déteste Windows 11 et je vous explique chaque jour en stream pourquoi Windows 11 va être de pire en pire. Donc plus lourd,
plus espion, plus de pubs, plus d'IA. Il y a désormais aussi Copilot qui va pouvoir fouiller dans votre Finder aussi pour vous aider à trouver vos fichiers, mais le tout avec une petite IA, une solution cloud derrière. C'est un cauchemar qui est en train de se passer. Et on voit ici que même chez les gros fabricants de PC, ils se rendent bien compte que Windows 11 n'est clairement pas une source de croissance, c'est quand même un vrai problème qui est en train de se passer autour. Voilà. Bonjour les gens qui sont en train de passer, évidemment comme moi, à Linux. Voilà. Et vraiment, si Battlefield 6 ne demandait pas un putain d'anti-cheat Windows, mais bon, bref. Et si j'avais 2-3 modules qui me handicapent sur l'utilisation d'OBS sous Linux, putain, je suis à tellement peu de choses de vraiment dumper Windows à 100%, quoi. Mais bon, bref. Bref, on va pas refaire tout le discours sur Windows 11, c'est de la merde, Linux c'est génial, mais quand tu joues aux jeux vidéo et quand tu streams, t'es pas à 100% de l'expérience quand tu veux 100% de l'expérience. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir encore une fois à quel point on est sur un nom délirant. Je sais pas si vous vous rendez compte, 500 millions de putains de PC qui peuvent passer à Windows 11, techniquement, avec les nouvelles contraintes et certifications techniques que Microsoft a imposées, et qui ne passent pas à putain de Windows 11. C'est juste fou. C'est juste fou. Pourquoi ne pas streamer depuis ma MacBook avec une carte d'acquisition DJI? J'y ai pensé, je l'ai fait, mais ma carte d'acquisition n'est pas très bonne, donc il faudrait que j'achète une meilleure carte d'acquisition. Je suis d'accord avec vous, puisque l'image que j'ai chopée la seule fois où j'ai streamé depuis mon Mac avec mon PC en carte d'entrée, ça rendait pas très bien. Mais oui, là, les quelques fois où j'ai streamé avec mon Mac, ça marche nickel. Le Mac est évidemment pour moi une très, 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 très bonne solution. Et quand j'aurai mon fameux nouveau bureau, évidemment, mon MacBook sera installé de manière beaucoup plus centrale par rapport à mon PC en général. Tout à fait. Donc voilà, on emmerde Windows 11, édition du 1er décembre 2025. On emmerde Windows 11. Allez, ça dégage le plus vite possible. On va maintenant passer à la Chine avec un petit peu de tech autour de la Chine. Voilà. Puisque ça y est, on arrive. Alors, il y a deux grosses tendances en ce moment en Chine. Ce sont les robots, j'en parle dans 2 secondes, et ce sont les smart glasses. Vous savez qu'en Chine, c'est la folie de l'écosystème autour des smart glasses. Donc, on va se prendre là, dans quelques mois, une tripotée de lunettes intelligentes de type Meta Ray-Ban, de type Google Glass, etc. La Chine s'annonce déjà comme le pays avec le plus de startups et le plus d'innovation autour de ses produits. C'est cool parce qu'on va pouvoir échapper à Meta. Mais sachez que Alibaba lance déjà leur nouvelle. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Alibaba, c'est un peu comme Amazon en Chine, et c'est plus gros qu'Amazon. Ils lancent leurs nouvelles lunettes avec 2 points intéressants. Il y a une version micro LED. Et surtout, vous pouvez enlever les batteries en temps réel pour les recharger, contrairement aux Meta Ray-Ban qui n'ont pas de batterie amovible. Et donc, du coup, il faut les brancher en USB-C pour les charger ou les mettre dans leur boîtier. Vous allez voir, c'est pas forcément donné. C'est là où on voit que les Meta Ray-Ban sont mises à un prix qui est vraiment très très agressif, puisque je crois qu'on est entre 360 et 534 dollars prix chinois. Donc c'est évidemment pas le prix qu'on paierait en Europe pour ce type de lunettes. Mais évidemment, le plus important, c'est que ça va pouvoir se connecter aussi à la plupart des services chinois. Donc le temps qu'on ait une sortie, j'ai envie de dire, mondiale et globale, il faudra voir si ces lunettes sont bien adaptées à notre environnement, nous, parce que nous, globalement, WeChat, on s'en fout, quoi. Donc intéressant, mais sachez que 2026, c'est sûr et certain, on va voir débarquer via AliExpress et surtout via Amazon des lunettes qui vont concurrencer enfin les Meta Ray-Ban et je n'en peux plus les attendre. Voilà. Tellement angoissant ces lunettes, dit Hubert, moi. Ah, je vous avoue que moi j'aime bien, mais, j'aime bien pas pour en faire des assistants. Moi, c'est vraiment pour le multimédia plutôt que pour en faire vraiment un assistant avec une IA intégrée dedans, quoi. Sachant que ça va être un gros, 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 gros marché. Entre potes qui dit un peu terrifiant cette technologie. Moi, vous êtes beaucoup à être trigger par le form factor lunettes. Et c'est marrant parce que quand je vous avais montré les Even G2, donc aussi d'un fabricant chinois qui avait des lunettes mais sans caméra, juste avec un affichage tête haute pour vos notifications, beaucoup de gens m'étaient rassurés parce que je pense que c'est le côté enregistré
des photos et des vidéos avec des lunettes qui vraiment, heu, fait grincer, des dents beaucoup de personnes, ce que je peux comprendre. Pas forcément fan, j'ai un peu peur que les gens s'en servent au volant. Bon, on en parlera tout à l'heure matin avec, des casques affichage tête haute, mais je préfère encore une fois que des gens aient un affichage tête haute, que des gens s'amusent, enfin on voit évidemment trop de conducteurs et de conductrices encore aujourd'hui qui, conduisent avec, le téléphone sur le volant et qui jettent un coup d'œil au volant en conduisant quoi. Ça, ce qui est évidemment encore pire quoi. Mais c'est vrai que je les vois plus moi comme des sortes d'action cam, on va dire, heu, qui laissent les mains libres. Pour faire du vélo, faire des vlogs et cetera, que comme un outil avec, un truc qui va scanner les gens devant vous, qui vont les reconnaître et cetera, effectivement. Moi, je le vois plus comme, le côté vraiment très multimédia plutôt qu'assistant IA, quoi. Garrosh qui dit: «Bonjour à tous, un écran QD OLED de 34 pouces à 621 €, c'est un bon plan? Ça dépend de quel modèle». Ah, c'est un Alienware, je pourrais pas te dire. Et je vous rappelle que l'affichage tête haute est souvent justement vu comme le meilleur affichage possible quand vous conduisez une voiture, une moto ou un avion de chasse, puisque c'est l'affichage qui lui permet le plus d'avoir les yeux sur la route et pas les yeux autre part que sur la route, quitte à regarder votre affichage de vitesse ou de notification. Si tout le monde se filme en permanence, je veux avoir le droit de porter mon masque Cyberpunk occultant dans l'espace public. Il y a toute une économie de gens qui vendent aussi des masques effectivement pour casser les logiciels d'identification et de reconnaissance faciale. Notamment, ça a été beaucoup vu avec les manifestants de la révolution des ombrelles à Hong Kong, qui utilisaient d'abord aussi leurs ombrelles pour ne pas être reconnus, et aussi des masques qui faisaient bugger les caméras de la police. Je pilote pas ce sont des avions de chasse. Mais vous allez voir, je vais vous montrer un casque avec un affichage tête haute là, j'ai un casque de moto juste après, donc on en parlera. D'ailleurs, est-ce que je vous montre directement les casques histoire de rester là-dedans? Peut-être, en fait, c'est peut-être le moment. Hop, je vous montre ici. Alors attendez, déjà, je vous mets le lien vers cette news sur le fait que Alibaba se lance dans les lunettes et que je pense que ce n'est que le début, bien sûr. Et on va enchaîner avec justement un casque, les gens. Donc, est-ce qu'il y a des motards et des motardes dans le chat? C'est le moment de me le dire. Voilà. Puisque ici, une startup s'appelle Highlights sort un adaptateur pour des casques Shuei, si je ne m'abuse, qui permet d'avoir justement l'affichage tête haute. Voilà. Donc, pareil, l'idée, alors évidemment, c'est une simulation ici une vue d'artiste, mais l'idée c'est, vous avez, un casque avec évidemment, écouteurs, micro et vous avez l'affichage tête haute en micro LED, donc avec une très, très bonne luminosité, même en plein jour, mais avec le soleil de face, pour avoir les données de votre moto les plus importantes, c'est-à-dire, vous voyez, GPS, heure, vitesse et peut-être une notification en haut à droite de votre écran et évidemment garder les yeux sur la route. Ce que je trouve moi personnellement très, très bien. Encore une fois, c'est pas la première fois qu'on voit des affichages tête haute, hein, sur des casques et des lunettes. C'est juste que ça se démocratise de plus en plus. Alors attention, démocratiser, là on parle d'un casque, je crois que le casque Shuai de base, il vaut déjà 400-500 € et on parle d'une note qui va monter à plus de 1 000 € si vous installez cette visière, tête haute avec micro LED. Donc heu, donc voilà. Pour des lunettes de piscine en cours de développement aussi, des lunettes mou. Ouais, tout à fait. J'avais montré des lunettes de piscine avec un afficheur aussi dessus. Heu, mais encore une fois, vraiment les affichages tête haute, les gens ne pensaient pas que c'est quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose qui est bon globalement les affichages tête haute, hein. C'est beaucoup mieux d'avoir l'affichage qui est, incrusté dans votre vue de la route que de l'affichage qui est décalé, que ce soit un tableau de bord ou un téléphone ou un écran central et tout, hein, moi je suis plutôt pour. Évidemment, c'est plus facile à faire en voiture, à projeter sur un pare-brise qu'en moto. Mais donc vous avez ici, voilà, cartographie tour par tour, position de radar évidemment, appel, musique et vous avez, eh bien, casque et écouteurs dans le casque pour les alertes et voilà. Le seul truc, c'est que si j'ai bien compris, ça coûte très, 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 très cher. Donc j'ai l'impression que c'est fait pour les gens qui ont des motos, genre des BMW routières qui coûtent déjà 30 000 balles. Pour qu'ils paient 500 balles de plus pour leur casque, c'est mieux. C'est pas un problème, pardon, et qui le feront, quoi. OK, je rebondis exactement sur ce que YoYo Apéro vient de dire, parce que je m'y attendais d'avance. Évidemment, si vous mettez 1 200 balles dans un casque, c'est que je pense que vous avez une moto, une très belle moto routière qui vaut au moins 10 000 15 000 balles déjà de base, voilà. Le petit intercom, on connaît aussi, ça marche très, très bien. On l'a vu aussi sur les casques Sena, notamment pour les casques de vélo, mais qui te permet de parler avec des potes à plusieurs centaines de mètres de distance.
Voilà, je trouvais ça, je trouve ça assez intéressant. Et puis ce que je trouve bien aussi, c'est que souvent j'ai peur des startups qui lancent des casques un peu, un peu Kickstarter, sur 20. Tu sais pas d'où elle vient. Là, tu dis: «Bon, ce qui est bien, c'est que c'est une adaptation, c'est une collaboration». Donc là-bas, ça c'est un casque Shure. Donc je m'y connais pas bien en casque, mais j'ai quand même l'impression que Shure fait partie des références en matière de casque depuis des décennies. Dites-moi si ça a changé ou pas. Donc j'aime bien aussi la base de dire: «OK, c'est une collaboration entre une startup qui fait des projecteurs micro LED et des visières, de type Google Glass et un fabricant de casques connu». Au moins voilà, ça me rassure plus que de dire juste, une startup qui s'appelle Highlights ou vend un casque à 1 200 balles et on connaît pas les qualités du casque qui le plus important, bah, c'est quand même de savoir si le casque marche bien, quoi. Alors, il se passe quoi en cas de panne? Écran noir ou transparent, dit Juliano. C'est un écran transparent. Sierra dit: «C'est cher mais pas hors de prix, ça fait intercom en même temps». Bah, je connais pas le prix des intercoms moto notamment, bien intégrés dans des casques. Je sais pas ce que ça vaut. Je vous dis juste chez les numériques, on avait testé l'intercom, des casques Sena. Ça fait pas mal augmenter le prix du casque, mais après beaucoup, je sais pas. Donc oui, si vous vous demandez, le casque là, enfin la visière, c'est comme les lunettes de chez Meta, donc les Meta Ray-Ban Display ou les Google Glass ou les Spectacles. Ce sont évidemment des visières, enfin des verres, qui sont, transparents, hein, donc s'il y a pas de choses projetées dessus, c'est comme si vous aviez abaissé votre visière, par soleil d'une certaine manière, quoi. Donc très intéressant. Et vu qu'on est dans les casques, les gens, vu qu'on est dans les casques, je vais finir avec un autre casque qui est moins impressionnant, mais que je trouve très très cool. Voilà, c'est la marque Roof. Pour les gens qui ne connaissent pas, Roof, c'est une marque assez connue de casque aussi, et qui vient de sortir un casque à nouvelle structure. Donc là, c'est moins tech au sens moins. Il y a pas de truc spécifique, mais c'est un casque intégral. Et vous allez voir, c'est un casque intégral dont la visière ne s'ouvre pas pour l'enlever, pour l'accessibilité, mais elle s'ouvre par la nuque. Je trouve ça assez impressionnant. Et selon Roof, c'est un casque qui permet une meilleure rigidité faciale. C'est un casque qui permet de l'enfiler de manière beaucoup plus simple que des casques intégraux avec une ouverture par l'avant ou pas d'ouverture du tout. Et apparemment aussi, argument sécurité, c'est un casque qui permet apparemment, pour les secours, d'intervenir de manière beaucoup plus simple que sur des casques intégraux classiques. Voilà. Il facilite également l'intervention rapide des secours après une chute pour accéder au visage sans aucun effort sur la nuque de l'utilisateur. Voilà. Je trouve ça hyper impressionnant. Il y a un petit côté un peu Iron Man dans l'ouverture de ce casque. Vous le voyez ici, c'est, motorisé, mais je crois quand même que c'est un truc qui se fait énormément à la main. Donc vous voyez qu'à l'arrière, eh bien, vous avez, enfin, à l'arrière, vous avez un accès total et donc une ouverture qui est beaucoup plus grande dessus. Pareil, je n'y connais pas beaucoup, évidemment, mais Roof est une marque qui est plutôt connue aussi. Je vous montre d'autres vidéos, hein. Hop, tac. Vous voyez, vous le mettez simplement sans forcer et il vient se serrer derrière vous. Hop, vous appuyez, hop, et là, vous le faites à la main pour l'ouvrir. C'est le Jagger by Roots. Casque intégral ouverture occipitale sans jugulaire. Oubliez l'enfilage inconfortable. C'est vrai que bon, si vous avez un casque intégral qui s'ouvre pas, c'est toujours un peu galère à ouvrir. Euh, Oubliez l'ouverture et la fermeture d'une boucle de jugulaire. C'est vrai qu'il n'y a plus la boucle puisque le serrage se fait par derrière la nuque. Oubliez la nécessité d'enlever les gants et les lunettes pour mettre ou enlever votre casque. Et voilà. Meilleur maintien, meilleure sonorisation. Je trouve ça intéressant, moi, comme système. Alors pareil, je suis pas un motard. Je suis pas un motard, donc je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Mais je trouve que ça avait l'air d'être plutôt, intéressant. Il faut savoir comment l'ouvrir. Bah, j'ai l'impression que pour l'ouvrir, ça a l'air d'être assez simple parce que j'ai l'impression que tu appuies sur 2 boutons, sous la jugulaire et tu tires vers l'arrière et tu l'ouvres en fait, hein, vous voyez? Vous avez vu, j'ai l'impression qu'il se ferme tout seul, mais que du coup, il faut le faire à la main pour l'ouvrir. Donc donc ouais, voilà. Bon, ça a évidemment un design qui est super futuriste que je trouve assez stylé. Voilà. Est-ce que Jagger, le nom, et la typo, c'est pas, je trouvais pas ça ouf, mais bon. Un casque sans boucle, ça me ferait peur, dit Grim FR. Bah, l'idée, est-ce que c'est justement que tu as pas besoin de boucle parce que justement tout ce qui est sous ton menton est déjà ajusté, parce que tu n'as pas à l'ouvrir et que c'est à l'arrière que ça s'ajuste? Moi, je trouvais l'idée intéressante, mais encore une fois, je suis pas un motard, donc dur de vous dire, quel est la comment dire, quel est le réel intérêt par rapport à un casque classique, mais bon. Voilà. Et je me dis aussi que Roof est une marque qui est assez connue, dans le milieu des casques, donc je me dis qu'ils ont pas sorti ça pour rien. Il faut que les pompiers soient au courant. Oui, j'avoue qu'une fois que les secours arrivent, il faut qu'ils comprennent comment l'ouvrir. Mais vous voyez là, les
La zone rouge qui est sous la jugulaire, je pense que c'est ce qui permet de débloquer le casque pour l'ouvrir, facilement, quoi. Trop de mécanique. Je sais pas ce que ça vaut comme en termes de mécanique par rapport à un casque avec une visière, vous savez les fameuses visières, intégrales qui s'ouvrent par l'avant comme ça là. Hem, Moi je me rappelle qu'à l'époque où je m'étais acheté un scooter, je voulais acheter un casque Schubert qui avait fait un casque que j'aimais bien. C'était un casque qui était genre comme un casque jet, mais au niveau là de la mâchoire et de la mandibule, au lieu qu'il y ait rien, ce qui est très dangereux, donc les casques jet, c'est super pour la respirabilité, mais pour la sécurité, c'est nul à chier parce qu'il y a pas de protection de la mâchoire. Ils avaient un arceau en métal ici qui fait qu'on avait un arceau en métal qui protégeait le bas du visage, mais en même temps qui, ne prenait pas tout le visage et qui avait l'ouverture d'un casque jet. C'était Schubert qui faisait ça. Je trouve ça pas mal comme idée, heu, mais voilà, ça coûtait très cher d'ailleurs comme casque. Grimafer qui dit sur Reddit, lors de l'annonce de ce casque, des gens avaient dit qu'il y en avait déjà un qui existait avec le même genre de mécanisme il y a déjà des années. OK. Moi je trouve ça intéressant d'avoir un casque qui effectivement se s'enfile facilement et sans sangle, je trouve ça pas mal. Si accident, il y a pas de risque avec l'impact que le côté mécanique soit tordu, rendant impossible le fait de retirer le casque, Yam oui, alors c'est une très bonne question, mais ma question c'est est-ce que les casques, encore une fois, je sais pas comment on appelle ça, les fameux casques qui s'ouvrent complètement là, comme ça? Est-ce qu'ils ont pas le même risque s'il y a un choc sur le côté qui bloque le mécanisme qui permet de soulever tout le bas et la visière? Après les casques, intégraux non mobiles, complètement d'une pièce, il y a pas de problème. C'est chiant à mettre, ça on le sait tous et toutes que mettre un casque intégral, c'est globalement chiant à mettre, surtout si comme moi tu as des cheveux longs ou tu portes des lunettes. Mais au moins voilà, sur un casque intégral sans pièce mobile, c'est effectivement peut-être plus simple. Donc voilà, hem, à voir, ce que devient ce casque. Heu, Est-ce qu'il est en vente ou pas en vente? Je ne crois pas. Je crois qu'il a été justement présenté là très, très récemment. Donc je n'en sais pas plus. Je trouve ça tout juste assez stylé et ça m'avait l'air, vu de loin, assez bien pensé. Donc on a fini sur les casques. Hem Et donc c'est le Roof Jagger et je vous ai mis un lien juste vers comment dire? Le petit post Instagram de chez Roof. Hem Il faudra peut-être un jour leur demander, enfin leur poser toutes les questions qui fâchent, vu que c'est une entreprise française, il y a peut-être de quoi avoir des réponses intéressantes. On va terminer et donc j'ai fait un petit détour vers les casques parce que j'étais parti sur les lunettes chinoises, mais j'avais un petit point Chine et on va rester en Chine avec le deuxième secteur, comme je vous le disais, qui est en train de tout péter, mais qui pourrait avoir des problèmes. C'est évidemment le secteur que j'adore, les robots humanoïdes. Voilà. Alors vous savez que la Chine est en train de mettre 1000 zéros à tout le monde, sauf peut-être Boston Dynamics sur les robots dynamiques et les robots humanoïdes et encore je suis même pas sûr. Il existe aujourd'hui des centaines de startups dédiées juste aux robots humanoïdes. Je crois que dans cet article de The Verge, on en parle de 150 et en fait, eh bien, un spécialiste chinois, de la comment dire? De la robotique explique qu'on a peut-être une bulle avec des investissements complètement délirants, une hype autour pour des robots dont, je cite le spécialiste, on n'est pas encore sûr d'avoir trouvé un vrai cas d'usage. Mmh. Voilà, JDC JDR, hein. Voilà, les investissements ont été massifs dans le secteur, bien qu'on ait pas réussi, on a réussi à ne prouver que très peu de cas d'usage pour ces robots humanoïdes. Voilà. Plus de 150, entreprises de robotique humanoïde spécifiquement existent, en Chine. Et plus de la moitié sont des startups ou des entrants qui viennent d'autres industries que de la robotique. Allez, ça va se casser la gueule, ça va se casser la gueule. Encore une fois, même le jour où on aura inventé des robots qui sont plutôt performants pour bouger, dans l'espace humain, vraiment, il y aura la grande question de: «Mais qu'est-ce qu'on va faire avec?» J'en profite aussi pour vous dire que c'est confirmé à l'instant, mais je fais Tech Only jeudi. Voilà, donc jeudi à 18 h, ce sera Tech Only. Donc grosse semaine pour moi puisque mercredi 20 h Game of Roll, jeudi 18 h Tech on Me. Voilà. Je sais pas ce qui est devenu d'ailleurs le fameux robot russe, qui s'était cassé la gueule sur scène et ce qui est devenu le robot américain avec un stagiaire aux commandes derrière. Voilà. Salut Noden, est-ce que j'ai reçu mon fidget toy?
Regardez-moi comment il reflète la lumière comme un boss. Je ne me lasse pas de l'utiliser, de le regarder depuis que je l'ai reçu. Je vous en parle plus en détail une autre fois. Juste un petit point SMR. Ça me gratouille les oreilles. Oh, blablabla, tellement c'est bon. Et dernier petit point, c'est passé sur le Discord, mais c'est QWERTY qui a lancé leur nouvelle version de leur 65%. Donc là, on va revenir à un clavier très, 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 très classique. Mais qui va en ravir beaucoup d'entre vous. Alors, je le trouve mignon, mais je vous avoue que je suis plutôt dans les trucs minimalistes et sobres. Mais voici le QK65 MK3 dans des coloris et un design très rétro gaming. Vous allez voir, il est très très mignon. Je vous mets le lien ici. Bien sûr, je crois que c'est Mac Dolphin qui l'a mis dans le Discord. Je ne sais plus qui l'a mis dans le Discord. Mais vous voyez ici dans des couleurs savoureuses, j'ai envie de dire. Vous allez voir, il y a un petit vert, tout doux. Il y a un côté rétro gaming gris, bien sûr. Full blanc, rose. Voilà. Personnellement, je trouve ça très joli, mais je vous avoue que je pense que c'est quelque chose qui va un peu vieillir dans le temps. Je trouve que les trucs sont un peu trop stylés avec trop de trucs, genre, vous voyez, le petit écran vertical, les petits boutons, les machins. Je pense que ça il y a un côté un peu pas assez intemporel pour moi, on va dire. Mais bon, on va pas se mentir, c'est mignon. Il y a des petits écrans, c'est du 65%, donc je vous rappelle 65%, ça veut dire qu'il y a les flèches de direction, mais qu'il n'y a pas les touches, de numérotation. Donc évidemment, si vous écrivez en français avec de l'AZERTY, c'est pas idéal, mais de toute façon, je crois qu'il n'est qu'en QWERTY. Voilà. Et pour le reste, ça a vraiment une bonne petite bouille. Merci beaucoup Nodan HD pour ton 5e mois d'abonnement. Merci à toi. Tu m'aides à payer mes 67 bahts de DHL, ça fait plaisir. Donc voilà, j'essaie de. Je suis un peu dégoûté. Je vous avais dit que pour Black Friday, j'allais me monter un petit Agar Mini, le fameux clavier que je trouve trop craquant. Malheureusement, le Agar Mini est en rupture de stock totale. Donc bon, bref, j'ai un peu repoussé mon achat. Du coup, j'étais un peu voir tout ce qui se faisait. Et c'est vrai que QWERTY font des bons claviers. Je sais plus qui dans le chat avait acheté le QK Alice Duo, notamment, qui est aussi qui est très très beau. Voilà, qui est un split, mais un split. J'ai envie de dire un split traditionnel, puisqu'il a un mapping traditionnel, même s'il est split, très très beau. Donc voilà, si vous ne connaissez pas QWERTY, évidemment, ils font des claviers avec des rapports finition-prix qui sont souvent très très bons. Je crois que le Neo 65 CU, c'est eux, hein, de toute façon. Et donc là, il y a une grosse attention aux détails, aux petits clins d'œil, aux petits éléments de design. Voilà, c'est juste pas ma cam, mais je pense que ça va faire plaisir à pas mal de personnes. Moi, je vous avoue que là, pour, pour Black Friday, j'ai été voir s'il y avait des totems. Donc, totem, c'est le clavier split qui m'intéresse le plus. De bonne qualité en vente, ben, j'ai pas trouvé malheureusement. J'ai vu un clavier inspiré de la Game Boy. Oui, avec Bidon, on a sorti un, quoi. Donc voilà, c'est très mignon. Mais je vous avoue que moi, du coup, j'étais intéressé par deux claviers et que je n'ai trouvé, ben, enfin, qu'il y en a un qui n'existe pas, c'est-à-dire un clavier totem split alu prémonté. Bon voilà, impossible à trouver. Et l'autre, c'était le Agar Mini qui est en rupture de stock dans tous les sens. Boîte à cookies nous dit: est-ce que j'ai vu le Kickstarter pour un hub audio? Non. Alors, il y a des Kickstarter tout le temps, mais j'ai pas vu spécialement celui-ci. J'ai pif qui sait, j'ai le K3 Max de Keycrunch, je me mets au QWERTY. Non mais j'ai pif, mets-toi à l'Ergoel tant que tu y es là. Je vous rappelle que quand vous mettez à l'Ergoel, ça vous permet d'acheter des claviers qui sont en QWERTY ou en AZERTY, vous en battez les steaks, hein. Donc JDC, JDR, hein, voilà. Bon, bref, ça a l'air d'être très très joli ce petit QK65 MK3, voilà. Et puis, vous voyez que comme toutes les boutiques, c'est un peu le Black Friday. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est le moment. Au Lab, c'est beau, hein. Au Lab, c'est vraiment très très beau, mais c'est très très cher. Mais c'est sexy, voilà. J'étais voir aussi un peu. Des fois, je reviens à Wooting, des fois, en me disant: ah, est-ce que c'est bon peut-être de m'acheter un Wooting parce que pour ma culture générale de clavier, posséder un Wooting, c'est quand même bien. Mais je vous avoue que j'ai un peu cliqué sur les options que je voulais sur le Wooting. Euh,
J'en ai pour 300 €. Un peu cher. Un petit peu cher quand même, je vous avoue. Donc, je n'ai point craqué. Je n'ai point craqué. Hem, Ziggy qui dit: «C'était quoi ta news robot sans cas d'usage, s'il te plaît?» On parle des robots humanoïdes, les fameux robots humanoïdes. Est-ce que c'est pas le moment de prendre les petits keycaps de chez Optimum? C'est propre, c'est gris, c'est non marqué, c'est clean. Voilà. Et vu que le Witting que je veux, il a la barre split, il a la barre, comment dire, il a la barre espace en split. Du coup, il y a très peu de keycapsets qui sont compatibles avec. Voilà. Je continue à regarder. Je continue à un peu regarder comme ça d'un petit air. Voilà. Voilà. Par exemple, avec le petit boîtier Optimum qui est quand même très sexy. On est déjà à 247 balles. J'ai même pas mis les switches. Voilà. Euh, Ça fait cher. Ça fait un petit peu cher. Optimum, il dit que c'est un peu overpriced. Ah oui, Redpunk, non mais de toute façon, aujourd'hui, si vous voulez acheter des claviers gamer performants, il en existe plein, des moins chers que Booting. Moi, il y a deux trucs qui me feraient acheter un Booting. C'est un, parce que j'ai les moyens d'acheter et enfin, de respecter, de soutenir la marque qui a un peu lancé ce secteur et qui fait, je pense, le meilleur produit en termes de suivi software, en termes de suivi hardware, en termes de qualité de matos, etc. Je pense que c'est le top du top. Mais oui, tout à fait. En fait, un clavier Witting aujourd'hui, le moins cher, c'est 140 € pour la version plastique, non, 190 €. Évidemment, vous pouvez trouver des claviers littéralement deux fois moins chers qui ont des performances très très proches, même si le software n'est pas aussi bon que celui de Witting, il est très très bon. Donc, il y a 2 points. J'ai les moyens de me dire: «Bah, en fait, j'ai envie de m'acheter l'original et pas les clones bah, pour soutenir une boîte qui le mérite, je pense». Et 2 aussi parce qu'en tant que créateur de contenu et quelqu'un qui teste beaucoup de claviers, qui joue beaucoup aux jeux vidéo, je pense que, Wooting, c'est comme avoir une Logitech Superlight à un moment dans les souris ou certaines Razer. C'est que c'est tellement devenu des normes en termes de clavier, hein. Vous savez que le Wooting, c'est le clavier le plus utilisé par les pros, dans le monde de l'e-sport, que ce soit sur CS, sur LoL ou sur Valorant. Donc c'est bien aussi pour ma culture générale, des fois, de comprendre des produits qui sont un peu des références dans leur secteur, un peu comme, je sais pas, si j'utilisais pas d'iPhone, ce serait un peu compliqué pour moi de chroniquer le monde des smartphones quand il y a un point important du monde des smartphones que je connais pas. Donc dans le monde beaucoup plus petit, évidemment, des claviers, Wooting est une référence et moi, j'ai juste testé une fois un Wooting, mais je n'ai jamais possédé un Wooting. Donc je me disais effectivement, ça fait sens pour moi, en tant que créateur de contenu sur le jeu vidéo et la tech, un jour de m'acheter un Wooting pour comprendre aussi toute la hype autour du Wooting et avoir un vrai retour d'expérience. Voilà. Mulot qui dit la V2 est overkill par rapport à la V1. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous rappelle que Wooting, on en avait parlé vendredi, dans les bons plans, ils ont le Wooting de base, la V1, qui est moins cher qu'avant. Donc ils ont une baisse, comment dire, définitive sur le prix du Wooting de base, qui reste un excellent clavier. Et en plus, là, pour le Black Friday, il y avait des petits cadeaux avec, genre la pochette de transport et autres, quoi. Donc voilà. Coach Cara qui dit: «Est-ce que c'est déjà des claviers sans fil déjà mappés Ergoel?» Non, ça n'existe pas, Coach Carlar. Dans le sens où l'Ergoel est compatible avec n'importe quel clavier, mais si tu parles d'un clavier qui a des touches marquées Ergoel, non, ça n'existe pas. McDuffie, on parle des bureaux après. Il y a Keychron qui propose aussi beaucoup de bons claviers. Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, Coach Carr, je te rappelle que l'Ergoel, c'est quelque chose qui te pousse à faire du touch typing, quoi qu'il arrive, donc vraiment à tapoter sans regarder. Donc souvent, quand vous voyez tapoter des adresses, vous voyez tapoter un peu lentement parce que je suis pas concentré, j'ai pas mon clavier placé comme normalement, ça vous a l'air d'être galère, mais aujourd'hui, moi, j'utilise l'Ergoel tous les jours, c'est mon seul clavier sur mes ordinateurs. Ça fonctionne très bien et j'ai un clavier de Mac, un clavier de Windows. Aucun souci pour taper en Ergoel. Ça s'apprend finalement assez vite. Voilà. Et je pense que c'est la meilleure habitude, quoi qu'il arrive, de faire du touch typing avec des mappings de clavier plus malins comme le Colmark DH et autres, quoi. Et Coach Carl, vraiment, la méthode d'apprentissage sur le site d'Ergoel est très très bien pour apprendre à comprendre le clavier. Et effectivement, après, tu peux aussi te mettre des petites gommettes sur tes touches pendant quelques semaines pour réécrire les touches sur ton clavier. C'est pas plus mal. Mais effectivement, moi, le but du jeu, c'est que si j'achète
des touches de clavier, bah, moi, je suis plutôt parti pour acheter un truc qui est comme ça, quoi. Ouais, donc juste, des touches, blanques, sachant que j'en ai déjà, puisque un de mes anciens claviers, c'est un Filco, full black non marqué et donc j'ai appris à faire du touch typing comme ça et je peux vous dire que ça vous aide aussi à être clean, quoi. Voilà. Il est très beau le clavier Optimum, hein, tout gris comme ça, monochrome, il est vraiment très, très beau. Voilà, c'est juste très cher. Mais bon, je me dis c'est peut-être un investissement pour, ma culture générale. Boîte à cookies, tu penses quoi de la marque Workloader? Je pense qu'elle a déçu pas mal de monde parce qu'à l'utilisation, c'est pas génial, génial. On peut en parler d'ailleurs parce que Workloader, il y a évidemment, Wilou dans le chat qui connaît un peu, enfin qui a un peu discuté avec les gens chez Workloader. Ils ont sorti un nouveau par contre, Macropad qui a l'air d'être très sympa. Je pense que sur un Macropad, c'est pas la même que sur un clavier classique. Mais ils ont sorti le Creator Micro 2 qui du coup a un prix qui est pas trop déconnant par rapport à ce que font les Stream Deck et tout. Donc voilà la V2 qui est sortie effectivement, qui vient d'être annoncée quoi, voilà. Clicky Silence. Très sympa, toujours une aussi bonne bouille et là je pense que c'est plutôt cool et que les prix sont pas aussi déconnants que les claviers. Mais sinon sur les claviers, je pense qu'ils ont un petit peu ils ont un peu déçu des gens quoi. Je vous mets le lien vers le Macropad de chez Workloader. Ça c'est quoi ça? C'est pour avoir des touches Frozen ou pour avoir un petit boîtier qui est couleur Frozen. Faudrait vraiment que je les contacte pour tester leurs produits, hein. Willou, il faut que tu me remettes en contact avec eux, hein. Mais pas pour tester le clavier complet, hein, juste pour tester, ce petit boîtier-là. Heu, c'est plutôt cool. Mais après pour les claviers, je sais que les gens étaient un peu déçus. C'est pas des mauvais claviers, mais vu le prix des claviers, c'est vrai que ça calmait pas mal de monde. Voilà, là, vous voyez, ils sortent un clavier beaucoup plus classique en termes de touches et de mapping. Donc là, vous voyez, c'est un 70%, 65% aussi, ouais, 65%. Le fameux form factor qui est tellement à la mode. C'est toujours magnifique, hein, franchement, il y a rien à dire, hein, d'un point de vue purement zen, c'est vraiment magnifique. Après, je sais pas ce que ça vaut. Il faudrait que je les contacte. Yes, on peut les recontacter. Écoute, Willou, n'hésite pas, si on refait un petit go between avec le gars, ce serait bien de le contacter, ouais. Et vous voyez ici, je sais pas ce que c'est les switch. Pumpock switch. Ok, à voir. Julianus qui dit: «Je n'arrive pas à imaginer payer autant pour un clavier perso, mais trop proche de mes sous sûrement». Ah oui, non, mais là, on rentre vraiment dans les produits du kiff, hein. Je veux dire, encore une fois, pour moi, vraiment, vraiment, et je vous dis pas ça pour créer une fenêtre de Horton, mais ça crée une fenêtre de Horton en vrai. Mais pour moi, là, on est dans un budget de déco et de kiff. On n'est pas là pour dire est-ce que ce clavier tape mieux ou pas. Non, pour moi, c'est le même truc que de s'acheter une belle lampe ou une belle siège. Vraiment, voilà, quoi. On n'est pas du tout là pour autre chose. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement design, Workloader, c'est vraiment très, très beau ce qu'ils font, quoi. Ouh, ça par contre, c'est très, 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 très laid ça. Ça va être une collab, j'espère, parce que c'est pas ma came du tout. Je comprends pas comment on peut se passer des touches F1, 2 et cetera. Bah, j'en utilise quasiment plus, moi, et j'ai pas de souci avec ça non plus. Puis je vous rappelle que sur les claviers, à partir du clavier 60, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir des touches, de layers qui vous permet évidemment d'accéder rapidement à, de la macro, d'accéder, au pavé numérique et cetera, quoi. Alors, on me demande ce que ça vaut les Mechboard et ce que ça me vaut les Geonwork. J'en connais aucun des 2, aucune des 2 marques, voilà. Je ne connais aucun des 2. Les touches F1, F2 et cetera, ça, c'est obligatoire pour les devs. Mais encore une fois, tout est une question de raccourci. Quand vous avez des claviers, genre, un peu parmi les plus radicaux, c'est les claviers 36 touches. Donc, en gros, c'est du 3 x 5 de chaque côté. Évidemment, l'idée, c'est qu'avec vos pouces, vous avez beaucoup plus de touches sous les mains et qu'en fait, vous allez créer des layers super rapidement pour accéder à des touches de fonction, dont des touches F, des touches macro, etc. Donc après, c'est évidemment un tunnel, un vortex de ouf de vous créer votre mapping parfait. Mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont passés au 40%, notamment en disant qu'en fait, le 40%, tu tapes plus vite au 40% que sur un clavier complet, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus rapide d'avoir
moins de touches, tes mains ne bougent pas et des layers et des raccourcis que d'avoir une touche dédiée pour tout. Heu, mais ça demande évidemment un apprentissage et ça demande de savoir taper proprement avec les 10 doigts et cetera et cetera. Mais c'est une théorie à laquelle je crois personnellement, d'avoir moins de touches et plus de layers. Encore une fois, faut pas que ça fasse peur aux gens. Les layers, ça existe déjà depuis longtemps parce que quand vous appuyez sur shift, vous avez, le layer des touches majuscules qui se mettent en place. Quand vous appuyez sur, contrôle, vous avez un layer de choses qui apparaissent aussi. Donc on est habitué déjà aux layers avec des fonctionnalités et tout, hein. Donc quand j'en parle, les gens sont là genre: «Ah mais c'est compliqué, je vais me perdre». En fait, tu utilises déjà des layers avec Alt-GR, avec Alt, avec contrôle, avec Shift. Tu as déjà un nombre de layers qui est là et qui est mal optimisé d'ailleurs. Bref, donc je crois à la théorie de moins de touches, tu bouges moins tes mains, vraiment et par contre, tu penses en termes de layers plus que sur les claviers classiques où tu as une touche pour tout. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Ça demande un réapprentissage par rapport à la norme des claviers qu'on a et évidemment, je suis pas là pour juger des gens qui disent: «Bah, en fait, moi, ça fait 20 ans que je tape avec un clavier 100 avec mes touches F, mon AZERTY et mon pavé numérique. J'ai pas envie de me reprogrammer». Je comprends. Moi, personnellement, ça me fait kiffer. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement productivité et notamment pour les devs, les gens qui ont qui ont aménagé tout leur espace de travail, matériel et software pour n'utiliser que très peu la souris et beaucoup le clavier et ne pas quitter les mains du clavier. Généralement, les gens qui ont, des tiling Windows sur Linux avec, tous les raccourcis bien sur leur clavier split et cetera, c'est des gens qui vont généralement le plus vite, en termes de productivité, de rapidité de frappe et cetera et cetera. Mais bon. Alors FXTO qui me redemande les claviers Geonwork. Je ne connais pas les claviers Geonwork, on va les découvrir ensemble, je ne connais pas. C'est coréen déjà. Quel est content d'un clavier compact? Bah, le clavier 100. Franchement, je trouve ça horrible les claviers 100, ça prend une place de fou. Je ne connais pas les claviers Geonwork. J'ai l'impression qu'ils font des jolies choses. Voilà, il y a des jolis petits boîtiers. Le Frog Mini qui a l'air d'être un joli petit 40. Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut, ça a l'air d'être de la belle ouvrage, mais bon, en ce moment, les fabricants de claviers nous font tellement des claviers, hyper luxueux avec, du cuivre, de l'aluminium, du CNC et cetera que bon, voilà. Regarde comme c'est mignon, un petit 40 propre comme ça, c'est pas trop mignon un petit 40? 60 pardon? C'est mignon franchement. Ça va plus haut que 100 dit Hubert Moi. Bah, il y a des claviers, effectivement, il y a des claviers gaming qui sont des claviers 100 avec des touches de macro, par exemple. Vous savez, les fameux à la grande époque des MMO, on avait les claviers Razer, Logitech qui avaient vous vous rappelez? Moi, c'était horrible parce que je passais mon temps à appuyer sur les touches de macro à gauche au lieu d'appuyer sur la touche tab, parce que mémoire musculaire. Mais on avait les fameux claviers avec des touches macro en plus. Les claviers qui ont aussi des touches multimédia, par exemple. Donc, il y a tout le clavier plus, 2 molettes, des touches de raccourci multimédia. En théorie, du coup, ça fait des claviers, 104 105 donc c'est plus que du 100. Mais, j'avoue qu'à la grande époque des claviers avec les 2 rangées de touches macro à gauche de votre clavier, en plus de tout le clavier numérique, le clavier, il était comme as. Toi, ta souris était comme ça là, tu étais comme ça là, horrible, horrible, horrible. Donc, moi évidemment, je suis passé du 100 au TKL, du TKL au 75 donc actuellement, vous savez, moi j'ai un attendez que je ne fasse pas tomber mon écran. Hop! Actuellement, j'ai toujours mon 75 Asus, ce que je pense être le form factor, le meilleur compromis en termes de pas de perte d'habitude, mais de gain de place comme sur le bureau sans perdre tes habitudes. 75 c'est pour moi le top. Mais vu que je passe à l'ergoel et avec des layers, j'ai besoin de moins en moins de touches. Donc là, j'ai envie de passer au 60 et évidemment après, envie de passer au 40 et ensuite de passer au 3 fois 5 touches qui est vraiment le layer un des plus minimalistes qu'on puisse faire. Vous avez vraiment 3 lignes de 5 touches sur les 8 doigts et par contre sous les pouces, vous avez entre 6 et 8 touches, pour faire des combos et là, c'est le bonheur et donc c'est le clavier, c'est les totems, c'est les cornes et cetera. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup Auguste Cru pour ton sub de niveau 1. Merci pour votre soutien les gens, pour les petits subs de ce début de mois. J'adore me dire que je prends 10 en plus là. Voilà, incroyable. Au lieu de prendre 2,50 €, je prends 3 €. C'est pas rien. Ah. Salut Carrie. Oui, moi aussi j'ai surveillé cette tablette, TCL, elle arrive pas en France. Bref, Frog Mini, très, très beau ce petit clavier, hein. Très, très beau. J'ai peur des prix, hein, je pense. C'est un truc qui doit un peu,
Ça doit un peu tabasser ces trucs-là, non? 33 $ pour le non, ça, c'est juste les keycaps. Case. PC bend plates, switch and springs, stabilizer, lubrifiant. Ah ouais, ça vend même pas des claviers complets? Si, j'imagine. Bon, je connais pas en tout cas Works. Alors, ici, je remonte un peu dans le chat. RomDXB qui dit j'utilise le Happy Hacking Keyboard depuis des années, rien de mieux en 60% à mon humble avis. Bah, tu vois, RomDXB, moi, ce que je voulais acheter, c'était le fameux Agar Mini, hein, donc je vous le remonte un peu parce qu'il est absolument divin, mais il est où mon Agar Mini? Il est là? Non, c'est pas ça. Mon Agar Mini, c'est un mapping de Happy Hacking Keyboard, hein. Ça, je trouve ça absolument divin en termes de minimalisme et d'efficacité une fois qu'on connaît un peu le mapping. Mais un petit clavier de cette taille-là, un petit 40% là, c'est régal. Et ça, effectivement, pour les gens qui ne savent pas, c'est le mapping du Happy Hacking Keyboard. Donc ça, c'est la version sans les lignes de chiffres. Il y a la version un peu plus grande avec les lignes de chiffres, qui est aussi très très sexy, mais je trouve un peu moins sexy. Mais c'est divin le Happy Hacking Keyboard, hein, ouais. Euh, Donc ici, on n'aime pas les gens qui achètent des claviers pour les afficher au mur. Non, 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 non. Enfin, encore une fois, vous me connaissez, même si, encore une fois, vraiment, il faut faire une différence entre mon comportement en tant que créateur de contenu et en tant que consommateur. En tant que créateur de contenu, je reçois beaucoup plus de matos que la moyenne. Enfin, je ne suis pas les numériques non plus, mais évidemment que des gens lambda, je reçois beaucoup plus de matos. Euh, mais en tant que consommateur, je n'aime pas cumuler les choses. Voilà, donc j'essaie de garder là où les références qui me sont utiles dans ma vie de tous les jours. Et donc, par exemple, je n'ai aucune envie d'avoir 10 claviers différents. Et donc, mes claviers, je les revends. Mes souris, même bientôt mes fidget toys, je vais en revendre pour pas les cumuler, quoi. Donc, je n'aime pas accumuler les choses. Euh, Là, si je devais avoir des claviers, en gros, j'aimerais bien avoir maximum 2 à 3 claviers, tout compris. C'est vraiment le clavier gaming avec les touches TMR ou Hall Effect pour faire du jeu vidéo et tester l'expérience jeu vidéo la plus performante possible et voir ce que ça donne. Un petit clavier normal de tous les jours, voilà, comme un Garmini, et un clavier split pour commencer à m'entraîner au clavier split. Et le but du jeu, ce serait un jour d'avoir le clavier team, ce serait un clavier split Hall Effect qui existe déjà, mais pas les bonnes références que je veux. Mais voilà, mon but de jeu, c'est ne pas d'avoir 5-6 claviers, par exemple. Vraiment, ça me stresse plus qu'autre chose. Ça me stresse plus qu'autre chose. Plus c'est petit, plus c'est cher. Non, non, le Hagar Mini, il commence à 68 $ le boîtier, ce qui est pas non plus. Alors, c'est pas donné 68 $, mais c'est pas non plus le truc. On n'est pas dans des claviers à 400 balles, quoi. Voilà. Et revenez évidemment nous joindre sur le Discord, sur mon Discord. Ça discute de choses, voilà. Ceci étant dit, combien de souris sur mon bureau, dit GPIF? Ah oui, je suis d'accord. Mais par exemple, j'ai genre 10 souris sur mon bureau actuellement, mais ces 10 souris, à part la Keychron, c'est des souris que j'ai d'abord des souris que j'ai reçues en test. Si je devais avoir des souris, je n'aurais que 2 souris. J'aurais une souris verticale de bureautique, très certainement la Keychron ou la Razer, et une souris de gaming. Et actuellement, ma préférée, c'est la Desader V4. Voilà. Et d'ailleurs, je vais montrer des souris très belles, justement. Ah, tiens, je vais montrer une souris qui est très belle. Mais moi, le but du jeu dans ma vie, c'est pas d'avoir 10 souris et de les afficher, de les comparer. Mon but dans ma vie, c'est d'avoir 2 souris. Et si je devais en garder qu'une, je pense qu'une souris gamer ergonomique ferait plutôt bien le job en général. Voilà. Mais voilà. C'est pour ça que je vous demande de. euh, il faut, encore une fois, mes streams et qui je suis donnent l'idée, et c'est normal, hein, qu'il y a toujours un truc qui est nouveau chez Annie, qu'il faut dépenser, dépenser, acheter. Et j'essaie de vous donner le message de dire on fait de la veille sur ce qui se passe, on s'enthousiasme. Mais le but du jeu, c'est que quand vous regardez mes streams tous les jours, une fois tous les 15-20 streams, vous dites ok, là j'ai le coup de cœur absolu, c'est le truc que je cherchais, je vais peut-être me l'acheter. Mais évidemment, sinon on va jamais s'arrêter. Il y aura toujours un nouveau smartphone, un nouvel écran OLED ou un nouveau truc qui est un peu mieux que le précédent. Et donc voilà, c'est un biais. Je vous le dis souvent, mais j'y tiens. Euh, on parle de tech, on parle de mode, mais vraiment, 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 je sais que ça paraît un peu paradoxal. On essaie de ne pas acheter beaucoup. Voilà, on essaie de se tenir au courant, de rigoler, de débattre ensemble, mais on essaie de ne pas acheter beaucoup. Ou bien. Sauf les fidgets, c'est roue libre. En vrai, les fidgets, j'en ai pas tant que ça. Voilà. J'en ai pas tant que ça. Et vous voyez, là, j'ai mes 2 sliders maintenant de chez Magnus. J'en ai 2.
Je vais en revendre un des 2, par exemple. Je ne veux pas en avoir 2, je veux en avoir qu'un seul de slider chez Magnus. Voilà, j'en veux pas 2. Enfin si, j'en aurais peut-être 2 parce que l'autre, c'est un modèle différent, mais vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai 2 sliders qui ont 2 designs différents, mais les mêmes ça me stresse d'en avoir 2 en fait. Je veux en avoir qu'un seul et comme ça me permet aussi d'alléger ma note parce que c'est comme des trucs qui coûtent la peau du cul, il faut pas quand même l'oublier. Bref, je voulais vous montrer mettre une souris qui si on parle de beau matos, je vous ai montré un beau clavier. Maintenant, je vous montre une belle souris qui était un petit peu une arlésienne, mais qui finalement est sortie et qui apparemment est très très belle, qui est très très bien. Attention, c'est une souris qui coûte très cher. C'est une souris qui coûte 180 €. Mais je pense que c'est la plus belle souris que j'ai vue ces dernières années. Apparemment, elle marche bien. Voilà. Moralité, tant que votre matos vous convient, ne regardez pas ce stream. Mais si! Mais il faut ensuite regarder votre clavier et vous dire: «Je continue à t'aimer, petit clavier. Il y a pas de souci. Voilà, il y a mieux. Je sais, il y a mieux. Voilà». Je moi, je sais qu'il y a mieux q tout ce que j'ai autour de moi là, mon moniteur, mon boîtier, ma carte son, il y a un truc mieux qui est sorti depuis. Voilà, bon. Dans le genre maintenant, souris, qui fonctionne bien vu les tests qu'il y a, mais surtout un design assez dingue qui est vraiment, vraiment assez ouf. On va aller voir une marque. Alors attention, vous allez tous vouloir ajouter un N à la fin de la marque pour faire une sale blague. Ne le faites pas s'il vous plaît. C'est une marque hongkongaise, je pense qu'ils sont pas au courant, mais c'est la marque qui a sorti la RCC One, qui est la version masse production de leur FCC One. Regardez-moi comme la souris est magnifique. C'est de la fibre de carbone, évidemment, souris de moins de 50 grammes, avec un design divin. Un design divin. Alors, le nom de la marque, je suis très très embêté pour eux parce que j'ai envie de leur dire, les gars, vraiment, quand vous lancez une marque, je vous jure, googlez un peu. C'est comme quand tu cherches un prénom pour ton enfant, il faut googler avant de lancer un prénom pour ton enfant parce que non, Cyprine, c'est pas cool pour ta fille. Bref. Euh, C'est une marque donc, qui, depuis 2 ans, travaille sur une shape inédite. Donc, je vous rappelle que shape is king, hein, c'est le proverbe dans le monde des souris. C'est une shape qui est assez inédite, qui ressemble pour les connoisseurs et les connoisseuses des souris gamers. Ça me fait penser un peu à la Logitech Shroud. Vous vous rappelez la fameuse Logitech Shroud qui avait un bord un peu étroit et pointu avec un gros cul, hein, globalement. Ça reprend un peu la forme. euh, et, et elle est divine. Fibre de carbone, 46 grammes, évidemment que du matos haut de gamme dedans. Design un peu indus, slash, comment dire, Death Stranding, etc. Je la trouve vraiment très, 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 très belle. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que, on a eu un peu peur pendant longtemps parce que, cette petite boîte hongkongaise a un peu galéré à sortir la FCC One qui était leur première souris, qui était ce design, littéralement, voilà. Ils ont mis 2 ans à la sortir, à la teaser, les gens étaient en mode: «Ouais, c'est vaporware». Ils l'ont finalement sorti en toute petite quantité. Elle coûtait très cher, ils ont eu beaucoup de mal à faire et là, ils ont finalement réussi. Alors attention, évidemment, c'est des dollars Hong Kong, hein, donc en gros, comptez 180 € en France. Ils ont réussi finalement à la sortir, eh bien, en version, production de masse. Donc la FCC1, c'est la RCC1 qui est faite avec une usine de production de masse, qui fait que la fabrication est un peu plus fiable, il y a moins d'unités qui fonctionnent moins bien, mais sinon c'est le même design et franchement je la trouve trop, trop belle. Les premiers tests montrent que c'est une souris qui marche très, très bien et là, j'ai envie de dire, un peu comme le clavier que je vous ai montré tout à l'heure, on est évidemment dans un objet où vous allez payer pour une souris qui vous pourriez trouver une souris avec des performances équivalentes autour des 60 €, 70 € maintenant avec toutes les marques, chinoises de type ATK, Darmoshark et compagnie. Mais, évidemment, là, vous êtes dans le kiff du design et vous voyez qu'elle a un design qui est très compact. La souris est extrêmement plate, donc c'est évidemment pour du claw grip agressif ou du fingertips. C'est pas du tout une souris qui est faite pour poser votre paume dessus confortablement, vous imaginez bien. C'est comme le henné au Royaume-Uni, le henné de chez Lush s'appelle le caca. Ah ouais, c'est un peu compliqué, Marie-Cécile. J'espère qu'ils l'ont renommé en France. 46 grammes en wireless, c'est impressionnant. Alors on peut trouver mieux, hein. Je vous rappelle qu'il y a des souris qui désormais, pour les plus folles d'entre elles, descendent sous la barre des 30 grammes en wireless.
voire des souris comme celles d'Optimum Tech, mais qui sont des souris très, très incomplètes parce que, il y a littéralement pas de coque, il y a pas de bouton, qui descendent sous les 20 grammes. Aujourd'hui 46 grammes en wireless, c'est, léger tout moyen, pour vous donner une idée, hein. Si vous allez voir les Pulsar Crazy Light, les Final Mouse et autres, on est, dans des souris qui, encore une fois, suivant leur taille, parce qu'évidemment, plus la souris est compacte et plus c'est simple de la rendre légère. Mais on a des souris qui, désormais en wireless oscillent entre les 32 et 40 grammes quoi, aujourd'hui, si vous voulez des souris ultra légères sans fil. Mais, mais Wildest, c'est pas 1 300 $, c'est 1 300 $ hongkongais. Donc, j'étais la voir. En gros, elle en vend chez Max Gaming, en France, pour 180 €. Donc c'est évidemment très, très cher. Est-ce que vous kiffez les souris aussi légères? Dit Very Badfish. Je kiffe les souris légères, c'est pour jouer aux jeux vidéo, c'est tellement, tellement, tellement agréable. Je reviendrai jamais en arrière avec des souris à plus de 50 grammes, quoi. 50-55 grammes, pour moi, c'est bien, mais quand tu as testé des souris encore plus légères, c'est vraiment, vraiment hyper agréable. Enfin, après, si ça dépend des types de jeux. Si vous faites des jeux solo, on s'en bat un peu les steaks ou des MMO, mieux vaut avoir plus de boutons qu'une souris légère. Mais là, moi qui joue à Battlefield, ou pour les gens qui jouent à des MOBA ou des jeux où il faut vraiment cliquer et faire des micro-déplacements souvent, une souris légère, c'est vraiment trop, trop, trop agréable. Surtout quand vous commencez à enchaîner les heures de jeu, c'est vraiment top. C'est vraiment, vraiment top. Il y a combien d'autonomie avant la recharge? Dit Yo Apéro. Bah, c'est impossible de dire pour ce genre de souris parce que ça dépend notamment du taux d'échange que tu imposes à la souris. Évidemment, c'est une souris qui peut monter jusqu'aux 8000 Hz, qui est aujourd'hui le taux d'échange maximum qu'on peut imposer à une souris, un clavier ou une manette de jeu. 8000 Hz, c'est évidemment, je vous rappelle, souvent débile, notamment pour les souris. Et ça évidemment draine monstrueusement la batterie, sachant que la plupart des pros jouent entre 1000 et 2000 Hz aujourd'hui et que, le consensus général, c'est qu'au-delà de 1000 Hz, on a quand même beaucoup de mal à voir la différence avec, ce qui est au-dessus. Donc, si tu fais tourner ta souris à 500 Hz ou à 8000 Hz, évidemment, la batterie va beaucoup, beaucoup changer. Et puis après, il y a l'implémentation, évidemment, software, et du chipset. Et il y a des souris et des marques qui sont plus performantes que d'autres en termes d'autonomie d'utilisation, de ressources et d'énergie de leurs souris. Hem, dans ma tête, c'est souvent Logitech et Final Mouse qui sont vus comme parmi les meilleures marques en termes d'implémentation, de l'autonomie sur des souris gamers. Je sais que, hem, pas Zowie, mais, justement les mecs qui sont partis de chez Zowie, j'ai perdu leur nom, quelqu'un va me le redire, sont aussi réputés. Et puis voilà, puis moi j'ai une Razer, elle fonctionne bien, elle a pas une autonomie gigantesque, mais je peux jouer plusieurs jours avec sans souci. Donc évidemment quand vous avez une souris pure gamer à haute performance, j'ai tendance à la mettre sur un câble USB une fois que je me casse, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai pu trouver des bons plans aujourd'hui? Des V par cœur. On va s'y mettre après, quand on aura fini les news. Voilà. Salut Cooper, c'est quoi le Cyber Monday? Cyber Monday, c'est un peu la suite, du Black Friday, dédié plutôt à la tech. En gros, maintenant, Black Friday, c'est principalement entre le, dernier vendredi et le lundi qui suivent, quoi, voilà. Donc il reste encore beaucoup de bons plans aujourd'hui et ça va se calmer à partir de demain. Donc voilà. Weldon qui dit: «La Keychron Metal me tient globalement une semaine pour bosser, pour jouer». Ce que je trouve très OK tiers, hein, globalement, ça va, une semaine. Ça. Mais je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Personnellement, je trouve que la RCC1 de Harrier est une souris absolument magnifique d'un point de vue purement design. Je la trouve vraiment, vraiment c'est pour moi la plus belle souris de l'année, quoi, globalement. Elle est vraiment méga stylée. Après encore une fois ah oui, j'aime aussi beaucoup le fait que les parois verticales soient inversées et pas purement verticales pour la prise en main, je trouve ça génial. Après, évidemment, selon votre style de jeu, votre taille de main, sachez qu'une souris, enfin la meilleure souris, c'est celle qui vous ira le mieux et que, vous ne saurez jamais si une souris est bonne tant que vous l'avez pas prise en main et voilà. Et personnellement, waouh! J'aimerais bien voir les autres couleurs, mais je vois qu'il y a une couleur orange. C'était quoi la couleur orange? Pour la Founders? On ne voit pas. Ouais, ça c'était la RCC1 avec, vous voyez ici le composite de carbone qui était plus visible, qui était donc très, très belle aussi. Voilà.
Donc unibody en composite carbone, c'est vraiment très, très beau quand même. Mais je vous avoue que là, en pure, un peu, blanche minimaliste, blanc-gris minimaliste, elle est vraiment magnifique, quoi. La Nothing Mouse. Un peu, ça fait plus futuriste que Nothing, je trouve, mais je vois ce que vous voulez dire, là-dessus. Je vois ce que vous voulez dire. Franchement, si vous êtes moi, je fais vraiment du fingertip, et du claw grip agressif. Donc vraiment là, la souris, elle est, personnellement, elle m'attire beaucoup, voilà. Heu, Est-ce que je peux me mettre, 180 balles dans une souris alors que j'en ai des excellentes, voire les meilleures souris du marché sous la main? Non. Est-ce qu'il y a des souris comme ça pour les grands mains d'Ivy Parker? Alors, disons que quand tu as selon ta prise en main de la souris, il y a des souris où c'est moins important la taille. Donc si tu fais du fingertips, comme moi, la taille de la souris est pas très importante si tu as une grande main et même c'est un avantage parce que plus ta main est grande et plus le fingertip c'est facile à prendre en main parce que tu ne tiens ta souris que du bout des doigts. Si tu viens poser évidemment ta paume, légèrement pour du claw grip ou si tu poses complètement pour du palm grip, là effectivement, il faut que ta souris soit vraiment bien à la taille pour ta main. Donc je vous rappelle encore une fois helloshapes.com, le site de référence pour, comparer les silhouettes et les tailles de souris. Tu mesures la taille de ta main et tu vois aussi un peu comment ça tombe, voilà. Et souvent quand tu as une souris que tu as bien aimée en termes de design et de prise en main, tu la rentres dans HelloShapes et tu essaies de trouver des souris qui ont la même forme et les mêmes dimensions pour trouver quelque chose qui t'ira. Mais après, c'est vrai que c'est impossible pour moi de vous dire quelle est la meilleure souris pour vous, puisqu'encore une fois, Shape is King. Toutes les souris gaming sont aujourd'hui très, très, très performantes, bien plus performantes que ce dont on a besoin. Le plus important, c'est d'avoir la forme et le poids qui correspondent à votre prise en main et à ce que vous aimez. Et là, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller en magasin pour en essayer un maximum, sachant que souvent en France, les magasins n'ont pas des marques comme ça en essai. Et voilà quoi. Difficile. Les souris, pour moi, c'est un peu comme les selles de vélo, c'est vraiment un truc qui est très personnel, quoi. Jusqu'au jour où, à l'instar des selles de vélo, on aura des souris imprimées en 3D sur mesure, en vente en masse, bien sûr. Et il existe aussi, du coup, vous avez parlé de la souris, modulaire justement pour tout type de main et qui a été assez bien reçue par la communauté parce que ça faisait un peu gimmick, mais elle était vraiment bien. C'était la comment ça s'appelait cette souris? C'était un nom un peu spatial, c'était la Orbital Wars, ouais. La Pathfinder, je vous la remets en lien. La Pathfinder est un peu la souris ultime si vous voulez, si vous voulez tester une souris avec toutes les formes possibles, parce qu'elle est livrée avec, tout un set. Voilà. Elle est livrée avec, tout un set, de, comment dire? Tout un set d'add-ons à mettre sur le côté, à l'arrière, tout, sachant que la souris elle-même est vraiment performante, hein, donc c'est pas une souris nulle, c'est une bonne souris et vous pouvez vraiment mettre tous les add-ons que vous voulez pour avoir un peu, tester un peu la forme ultime, quoi. Et voilà. C'est pas nouveau, le fait d'avoir une souris modulaire, hein, il y a plein de marques qui l'ont essayé, mais la Pathfinder est souvent réputée, elle est sortie l'année dernière, la Pathfinder est souvent réputée comme la souris un peu modulaire, la plus performante du marché et les tests que j'avais vus étaient vraiment, positifs dessus et là, vous pouvez voilà, si vous avez des mains ou des prises en main un peu spécifiques et que vous savez jamais quelle souris acheter, que vous en avez marre d'acheter, de renvoyer des souris, celle-là peut s'adapter à peu près tout ce que vous voulez, quoi. C'est une méthode qui dit sinon, vous allez sur Rocket Jump Ninja pour les recommandations de souris. Ouais, ouais, j'y vais régulièrement. Après, les théories de Rocket Jump Ninja, j'adhère pas à toutes ces théories en termes de fit, mais ouais. Et Rocket Jump Ninja, je crois qu'il a sorti une souris il y a pas longtemps d'ailleurs. Voilà. Moi, personnellement, j'adore le. J'étais très team souris symétrique ces dernières années. Je suis revenu à une souris ergo avec la Descender V4 de Razer qui, je trouve, me va comme un gant. Elle est vraiment très, très agréable à utiliser. Mais sinon, j'étais plutôt souris compacte, symétrique. Et donc, c'est pour ça que bah, ce genre de souris-là, c'est un peu ma came en général quand je joue à des jeux, quoi. Mais voilà, j'ai tendance à avoir des sensibilités très, très basses et des visées un peu nerveuses. Donc, évidemment, ce genre de souris, ça me va très, très bien. Ça titille mon côté écolo de voir tous ces accessoires qui, du coup, ne vont jamais servir jusqu'à la revente via Albanor. Après, qu'est-ce qui est le plus écolo? C'est d'une souris qui est vendue avec plein de petits, bitognons en plastique, pour trouver la bonne forme? Ou c'est d'acheter, de renvoyer des souris, jusqu'à trouver la bonne? Je vous pose la question. Oh, je suis un peu amoureux de cette petite RCC One quand même, hein. Écoutez, peut-être que je vais faire mon influenceur et de contacter, Worklouder pour, un petit macropad et Arié
pour tester une souris et j'aurai le bureau le plus design de la Terre. Quand j'aurai évidemment acheté mon bureau que je n'ai toujours pas acheté. Nous sommes lundi, il est 15h44 et c'est le dernier jour. Bref, on en a fini avec la tech. Évidemment, on a commencé à parler de clavier de souris. On est parti très, 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 très loin. Voilà. On va parler très rapidement de culture et de jeux vidéo, avec notamment, je ne sais pas si vous avez vu, heu, la collab où j'étais pas prêt. Alors, le premier point, c'est que alors je vais pas mettre tout le trailer parce que je me suis fait striker mes vidéos en 2 secondes à chaque fois. Vous savez que, pour passer à la culture et aux jeux vidéo, il existe dans 2 salles aux États-Unis, la version ultime de Kill Bill, le film de Quentin Tarantino. Donc, Quentin Tarantino avait fait de Kill Bill l'histoire, sa fameuse histoire de vengeance de Uma Thurman, un méga gros film d'action avec une sorte de boss rush, hein, globalement pour, sans trop vous spoiler, mais voilà. Et le film était tellement long que finalement ils ont dû le diviser en 2 films, Kill Bill partie 1, partie 2. Mais évidemment, ce n'était pas la hashtag vision de l'auteur et Quentin Tarantino a remonté une version vision de l'auteur de Kill Bill, qu'il diffusait dans 2 des cinémas qu'il possède aux États-Unis. Donc tant que vous n'aviez pas été dans un de ces 2 cinémas, vous ne pouviez pas voir la version définitive de Kill Bill. Bon, personnellement, moi j'ai trouvé ça très drôle Kill Bill, mais c'est pas non plus le film de ma vie. Mais bon, bref, il y a des gens apparemment c'est le film de leur vie. Il s'avère que, finalement, le 5 décembre va sortir Kill Bill: The Whole Bloody Affair, qui est, eh bien, la version définitive de Kill Bill en une prise, je crois 4 heures, un délire, heu, avec des plans intéressants puisqu'il y a des séquences inédites. Il y a la fameuse bataille contre, tous les hommes de Lucy, Liu, qui va être en couleur et pas en noir et blanc. Bon bref, si vous êtes fan et qu'il y a plein de trucs, vraiment spécifiques que vous voulez voir, vous aurez la version 4 heures qui sort au cinéma pour tout le monde, enfin, voilà. Mais évidemment, pour fêter ça, il y a eu la collab chelou, la plus chelou, de ces dernières années pour, Quentin Tarantino, puisque Quentin Tarantino a tourné un court métrage qui revient sur, je sais plus comment s'appelait la sœur d'un des boss là, qui est en tenue d'écolière japonaise, qui se fight avec The Bride, donc Uma Thurman, dans le moteur de l'Unreal Engine 5. Évidemment, ça a été intégré dans une collab avec Fortnite. Donc je vous mets le lien vers le trailer de Kill Bill version def ici, voilà. Et on va faire évidemment ma petite transition vers le gaming, puisque ce qui intéresse, enfin ce qui intéresse tout le monde, ce qui a été ajouté ici, voilà, c'est Yuki's Revenge. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là, vraiment, c'est les scènes qui ont été tournées. Donc on est sur un court métrage qui est fait dans l'Unreal Engine 5. Mais ce qui est intéressant, c'est que, Uma Thurman et Quentin Tarantino ont vraiment tourné ce court métrage. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait pas d'acteur, pas de studio, mais il y avait vraiment Uma Thurman qui était en mode motion capture de ouf, à la sauce Unreal Engine 5 pour passer dans le moteur de Fortnite, puisque évidemment le rendu c'est le moteur de Fortnite à la fin, mais c'est vraiment une séquence inédite qui a été à la base coupée en fait quand Quentin Tarantino avait écrit cette séquence, il a dû la couper, elle n'a jamais été tournée pour être dans les films parce que c'était une scène qui coûtait trop cher. Et la scène qui coûtait cher, c'est la fameuse scène avec les Crazy 88, donc tous les mecs qui sont découpés dans le resto avant que Uma Thurman aille se fighter avec Lucy Liu. Et donc là, eh ben, ce qui est intéressant, c'est pas que un truc, une OPSP Fortnite, c'est qu'en vrai, du coup, cette scène écrite à l'origine pour Kill Bill, qui n'a pas été retenue parce que trop cher, a finalement été retournée avec Uma Thurman, sans les costumes, sans les décors, sans rien et tout, et du coup modélisée évidemment dans Fortnite. Et désormais, vous avez, histoire de rajouter encore au métaverse complètement fou de Fortnite, vous avez des clins d'œil de Fortnite et vous pouvez évidemment jouer avec Uma Thurman dans le jeu. Je ne sais plus comment ils ont fait pour renommer le Pussy Wagon, la fameuse voiture de Kill Bill dans Fortnite, parce qui est un jeu aussi grandement habité et peuplé par des enfants. Mais voilà. Donc c'est la pure motion capture et donc c'est une vraie... Enfin, je trouve ça intéressant, encore une fois, dans le genre clash des médiums et clash des styles et métaverse, que du coup, dans Fortnite,
se trouve une séquence inédite, mais une vraie séquence de Kill Bill qui a été écrite pour Kill Bill, qui a été archivée jusque-là, qui a été tournée et produite dans Fortnite avec l'actrice originale. Voilà. Donc intéressant. J'ai pas eu le temps d'aller voir parce qu'il y a eu plusieurs projections pour aller voir Yuki's Revenge in-game. J'imagine qu'il y a plein de gens qui ont uploadé Yuki's Revenge sur YouTube, que sais-je encore, mais voilà, évidemment, il y a plusieurs séances pour aller voir dans Fortnite. Est-ce que le public de Fortnite, ça intéresse Uma Thurman et Tenchu? En fait, Fortnite, pour beaucoup de gens, est devenu encore une fois un métaverse. Donc, il y a toute une génération qui est évidemment trop jeune pour connaître Kill Bill, mais qui va découvrir Kill Bill via Fortnite. J'ai vu j'ai vu il y a pas longtemps un court métrage, enfin dans Fortnite où quelqu'un qui est déguisé en Chun-Li monte sur la moto de The Bride pour aller se fighter avec un dinosaure en aidant Mecha Godzilla avant que Giant Homer Simpson débarque dans le jeu. Ça peut faire hurler les puristes, mais je pense que c'est un peu, d'un point de pop culture, il y a quelque chose qui restera de Fortnite qui était vraiment de dire: «Bah, en fait, on a un jeu qui est plus un jeu, qui est vraiment une sorte de cours des miracles de la pop culture» et on peut évidemment, croiser des références, d'une série qui a 40 saisons comme les Simpsons avec, Skibidi Toilets et cetera et je trouve ça, en fait, assez intéressant que, même si derrière c'est évidemment pour animer ton métaverse et tout et faire des OPSP, il y ait un jeu qui soit une sorte de capsule multitemporelle de 20 millions de références culturelles et que des plus jeunes puissent découvrir des choses de plus vieilles et que les plus vieux puissent découvrir des choses plus jeunes. Parce que je pense que beaucoup de gens vieux comme moi n'auront pas vraiment connu Skibidi Toilets si j'avais pas joué à Fortnite ou suivi l'actu de Fortnite. Donc, personnellement, j'ai une vision assez pas si négative de Fortnite que ça. Je sais que beaucoup de gens détestent Fortnite, mais je trouve ça intéressant pour l'impact culturel que Fortnite a et que je pense beaucoup de gens sous-estiment. Est-ce que j'ai vu le 6-7? Ah ouais, alors 6-7, j'ai fait mon vieux, hein. J'ai tapé un moment dans Google 6-7 meaning, hein. Tout ça pour me dire que ça ne veut rien dire, mais c'est juste pour faire rager les vieux. Je fais bon, bah voilà quoi. Il vient d'y avoir le nouveau lancement de la saison de Fortnite, ça avait l'air incroyable. Ouais, c'est la saison 7, chapitre 1 qui a été lancée, je crois. Je connais pas assez bien Fortnite et je pense que vous vous intéressez pas assez à Fortnite pour qu'on en fasse une news, mais oui, ça a été lancé. Donc voilà, il y a des gens qui ont été, aussi, voir des expos virtuelles, sur Martin Luther King, par exemple, dans Fortnite. Il y a eu des débats politiques, en 2020, par exemple, dans Fortnite, qui ont été des town halls qui ont été tenus. En fait, encore une fois, ça se rapproche le plus de ce que peut être un métaverse et je pense que c'était pas le meilleur candidat pour être un métaverse, mais il y a des choses assez positives de Fortnite qui ont été faites, je pense, voilà. L'abeille cool dit: «Mon neveu a découvert Dragon Ball grâce à Fortnite». Ouais, c'est aussi pour ça que Fortnite touche à des références aussi larges que Kill Bill et les X-Men et des Air Jordan et Spider-Man et tout ce que vous voulez, quoi. Weldel qui dit: «Je suis retombé dans Fortnite récemment, en vrai, c'est bien». Moi, je trouve ça impressionnant et puis je vous parle même pas en plus des expériences qui sont offertes dans Fortnite, comme le survival Lego, comme les jeux de rythme et cetera. Franchement, enfin, pour une boîte qui génère des milliards de dollars grâce aux microtransactions, je préfère ce que Epic a fait avec Fortnite plutôt que ce que Activision fait avec Call of Duty ou FIFA fait avec enfin EA fait avec FIFA et compagnie, quoi. Voilà. Je pense que je trouve ça plus culotté de la part d'Epic ce qu'ils font et ce qu'ils tentent, avec des résultats qui, je pense sont plus intéressants, même si des fois c'est un bide, voilà. L'event Daft Punk était fou, dit Yo Apéro. Ouais, j'en ai parlé, bah, il y a 2 semaines, hein, l'event Daft Punk, c'était un trip immense et c'était aussi génial parce qu'il y a toute une génération de gens qui ne connaissaient pas Daft Punk ou qui connaissaient que Daft Punk via deux trois musiques ou des trucs avec Kanye West et qui ont découvert Daft Punk grâce à l'événement et l'événement Daft Punk aussi, ça a été un gros, gros taf de la part des équipes d'Epic et de Daft Punk pour faire un truc qui était vraiment très, très fort, très pointu et tout et c'est une des meilleures expos virtuelles en fait, expos même tout court sur Daft Punk qui existent, elle est dans Fortnite et je dis: «Bah, c'est cool». Voilà, donc ouais. Donc, je pense que Kill Bill pousse un peu loin encore une fois, comment dire? Le grand écart culturel que peut être Fortnite. Mais je pense aussi que le fait que Kill Bill heu, utilise Fortnite pour faire sa promo et que Kill Bill utilise Fortnite pour tourner quelque chose que Quentin Tarantino n'avait pas pu jouer et que, Kill Bill sert à ce que Fortnite s'enrichisse d'une référence qui est vraiment décalée. Je trouve ça assez drôle encore une fois en 2025 et je pense pas que ça tue l'esprit de Kill Bill, justement, au contraire.
Saccadé que ici, c'est fait exprès, hein, c'est un peu à la Arcane. C'est fait pour que ce soit pas trop fluide, pour que ça fasse plus, fait main que l'image synthèse. Salut Radmou. Oui, on en a parlé justement avant, de la Whole Affair, édition qui arrive le 5 décembre de Kill Bill. Voilà pour cette news gaming. Alors évidemment, vous savez très bien que si je parle d'Epic Games, il va y avoir une transition derrière sur les propos de Tim Sweeney. Voilà, puisque, on parle de Tim Sweeney. Qui dit-il la vérité? Est-il cynique? Est-il honnête? Peut-être les 2 en même temps. Je vous rappelle que, Valve, qui avait une position assez prudente slash floue sur, les jeux avec de l'IA générative, finalement a pris une décision, il y a quelques jours. Et donc Valve, accepte des jeux qui utilisent de l'IA générative dans la production du jeu, mais dans les tags, les studios, les éditeurs sont obligés, eh bien, de spécifier qu'il y a de l'IA générative dans leur jeu. C'est évidemment un débat qui est très, très brûlant. IA générative, c'est compliqué. Est-ce que c'est, quelque chose qui a fait que, vos personnages ont été générés en IA générative et qu'il y a plus d'artiste qui est derrière? Ou est-ce que c'est un développeur, une développeuse qui a utilisé, Claude ou Perplexity pour corriger son code? Bon, très compliqué. Mais voilà. Le point de Tim Sweeney là-dessus, c'est que, pour les gens qui disent: «En fait, on ne devrait pas avoir de tag IA parce qu'en fait, il va y en avoir partout dans le jeu vidéo», et je vous rappelle que tous les éditeurs, moyens comme gros, disent: «Bah, en gros, il va y avoir de l'IA de plus en plus», voilà. Souvent, on va pas se mentir, pour l'instant, mal utilisé. Tim Sweeney disait, bah, avoir un tag IA dans un jeu vidéo, ça marche pas. C'est pertinent quand vous êtes dans un vernissage d'une expo artistique, pour, comprendre un peu comment, qui a utilisé quoi pour de l'art. Ça peut être intéressant évidemment pour des places de marché avec, des licences de contenu, numérique où les acheteurs-acheteuses doivent comprendre un peu, la situation autour des droits qui ont été faits. Mais ça ne fait pas sens dans les boutiques de jeux vidéo comme Steam, ils ne la nomment pas, où, l'IA va être, eh bien, impliquée dans quasiment toutes les futures productions, et donc voilà. Donc évidemment, cette sortie de Tim Sweeney a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait, discuter, parce que je pense que ce qu'il dit, c'est vrai. Est-ce que c'est moral ou pas? Je ne sais pas. Mais globalement, pour vous donner une idée, les retours ont été très négatifs envers Tim Sweeney et très favorables à Valve, puisque pour beaucoup de gens qui détestent l'IA générative liée aux jeux vidéo, c'est vrai que pour l'instant, on en parle plutôt comme quelque chose qui vire des gens ou crée des trucs viteuf, des bisous à Activision, et Arc Riders aussi d'ailleurs. En gros, il y a évidemment un sentiment qui est très négatif autour de l'IA générative et de l'art spécialement, donc le jeu vidéo, et donc les gens prennent plutôt fait et cause pour Valve, qui est pas spécialement pour, et encore une fois, il y a je crois qu'il y a un artiste de chez Valve qui a dit qu'eux, ils voulaient pas utiliser d'IA, en tout cas pour tout ce qui était artistique et création chez Valve, et donc Tim Sweeney, encore une fois, passe pour le mec ou provoquant ou le mec que les gens n'aiment pas, heu, mais je vous avoue que c'est un peu vrai. Oui, dans Dark Riders, il y a des voix qui ont été générées par IA, et c'est Nexon qui l'a plus ou moins avoué. Voilà. Donc, donc il y a beaucoup de discussions évidemment autour. Je pense que d'un point de vue purement dans les faits et même pas moral, sur mon avis, c'est que oui, l'IA génératif est inévitable dans le jeu vidéo. Ouais, inévitable, que ce soit au niveau du code, au niveau de chercher des pitchs, au niveau de créer des déclinaisons de personnages pour du character design, ou littéralement d'utiliser des assets générés par IA. Je sais plus, je sais pas si vous avez vu en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a un jeu autour d'un pigeon qui cumule des vues de ouf, et le jeu n'existe littéralement pas. C'est une sorte de vertical slash généré par IA, et les gens font genre qu'ils y jouent. Bon, c'est assez déprimant ça par contre. Hem, donc il y a un gros débat autour de tout ça, effectivement, qui est loin d'être terminé. Mais oui, de toute façon, de l'IA, que ce soit évident ou que ce soit complètement invisible pour vous, vous en mangez, je pense, déjà clairement, parce que je pense que ne serait-ce que dans le code, le débugage, le Q&A, et cetera, même les recherches artistiques, je pense que c'est déjà beaucoup utilisé. Encore une fois, est-ce qu'après on utilise l'IA en local, entraîné que sur les artistes, par exemple, de la boîte, ou est-ce qu'on utilise des IA comme ChatGPT qui ont volé des données, au kilotonne heu, pour faire des milliards, en fait? Évidemment, il y a not all AI, comme dirait l'autre, bien sûr. Mais ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Hem,
Dans les open world avec une densité de PNJ si Cyberpunk, c'est inévitable. Oui, je vous dis, c'est souvent. En fait, moi, je suis d'accord dans l'idée que l'IA nous permette d'avoir des jeux mieux. Si l'IA nous permet d'avoir des gens qui juicent plus les profits et qui virent des gens pour vraiment valoriser toujours plus leurs actionnaires, ouais, là j'ai envie de brûler le monde. Si maintenant l'IA me permet de faire des choses qui sont littéralement impossibles jusqu'alors, comme par exemple, effectivement, un jour arriver dans une ville avec des centaines de milliers d'habitants qui ont des interactions en temps réel avec une mémoire les uns par rapport aux autres, avec ou sans vous, c'est évidemment un fantasme qu'on a tous et toutes, et c'est un truc qui n'est pas possible évidemment à faire humainement. Voilà. L'autre point un peu whataboutisme, c'est de dire que de toute façon, l'aide et l'assistance par ordinateur et par algorithme pour créer beaucoup de choses, elle existe déjà en vrai, depuis très très longtemps. Donc, que ce soit la musique, que ce soit l'animation, le dessin, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites via des algos, d'une certaine manière. Bref, on ne va pas relancer le débat à 100%, mais c'est vrai que là-dedans, Tim Sweeney a mis une petite piécette dans la machine. Alors, on va rester dans... donnez-moi 2 secondes. On va rester dans justement l'IA. Alors, pas lié à l'IA directement, mais évidemment, on va parler maintenant de mon jeu préféré du moment, Ark Riders, comme beaucoup de gens, voilà. Ça y est, j'ai envie de vous donner rendez-vous demain pour faire des runs solo. J'ai fait des runs d'enfoirés en solo, il faut que je le temps de vous les refaire en stream. Bref, Ark Riders, vous connaissez maintenant, Extraction Shooter d'Embark Studio, gros carton de fin d'année, un jeu qui pourrait clairement être nommé comme un des GOTY, etc. etc. Et Ark Riders qui a sorti un patch 1.4, tu fais bon, ok. Sauf qu'il y a un truc qui est très 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 drôle dans le patch qu'ils ont sorti. Voilà. Vous allez voir, puisque vous voyez, il y a un petit jeu de mots qui me fait beaucoup rigoler. Alors, petite update pour la 1.4, on s'en fout, voilà, si vous jouez pas Ark Riders, vous s'en foutez, mais il dit voilà. Ça peut être un petit peu un petit patch, mais la vraie nouvelle, c'est que il y a 2 exploits qui ont été un peu corrigés. Le premier, c'est le Gun Quick Swap, donc ça, c'est un truc qui est un peu hérité des anciens FPS où à l'ancienne, à la CS, vous tirez une balle de sniper et au lieu d'attendre la fin de l'animation de rechargement de votre sniper, vous switchez au deagle et vous re-switchez sur sniper, le quick switch, comme on l'appelait. On pouvait avoir des systèmes qui permettaient, encore une fois ici, de faire des swaps avec des items pour ne pas terminer l'animation de certaines armes, genre les fusils à pompe, et tirer mieux. Ça a été géré. Et surtout, ils ont un very hot fix for the locked room exploits. Et ça, c'est très très drôle parce que c'est pas un hotfix, c'est un very hotfix. Alors, il y a un jeu de mots en anglais, si vous n'êtes pas anglophone, un hotfix, c'est une sorte de petit pansement, une petite réparation très rapide et vite fait, un hotfix, mais eux, c'est un very hotfix. Pourquoi? Parce que si vous avez suivi mes streams, vous avez vu qu'il y a des gens qui me proposaient de leur sauter sur le dos. Et j'étais là, genre, hein, quoi? On essaie de sauter sur le dos. Et en fait, c'est un système qui fait que, comme 2 persos dans Ark Riders ne peuvent pas être au même endroit, des fois, avec certains items ou certaines situations, un perso va vous pousser de votre endroit. Et c'est comme ça que des gens arrivaient à forcer à passer derrière des portes qui étaient évidemment fermées par des cartes spécifiques et rentrer dans un endroit avec du meilleur loot, avec un bug, genre, tu te mets accroupi, tu fais des roulades, quelqu'un saute sur ton dos en même temps, puis à un moment, il y a un bug, boum, tu passes à travers le mur. Et donc, on m'a dit: «Ah, le fais pas en stream parce que tu vas te faire ban, parce qu'ils sont pas contents en barque de ce bug». Je fais: «OK», je l'ai pas fait en stream, on me l'avait proposé, heureusement. Et donc, ils ont fait un very hotfix. Et voici la tête du very hotfix qui porte bien son nom. Je vous le mets en picture in picture. Je sais pas si ça marche. Donnez-moi 2 secondes. Il est où? Voilà, ici. Boum. Voilà. Puisque désormais, le very hotfix, est-ce que j'ai la bonne qualité d'image? Merci beaucoup en 1080p. Le very hotfix, il fonctionne comme ça si vous arrivez à passer la porte. Génie. Le génie. Le génie. Voilà, moi j'aime toujours comment les éditeurs arrivent à punir de manière créative les cheaters et les gens toxiques. Donc, c'est les fameux. Si tu es toxique dans un jeu, ils vont te mettre dans un lobby avec des gens toxiques, par exemple dans League of Legends ou Call of Duty. Et donc là, ce qui est drôle, c'est que vous avez vu, si vous arrivez à rentrer dans la salle en trichant, vous faites brûler la gueule. Et voilà. Et je me dis, c'est drôle. Je trouve ça plus doux que de bannir des gens. Je pense qu'on va pas non plus bannir des gens qui tentent un exploit qui, à la base, l'exploit, c'est la faute des développeurs qui ont laissé l'exploit se passer. Donc, je trouve ça marrant de les punir sur une run et de se dire, OK, il faut plus que je réessaye parce que du coup, je vais me faire sanctionner sans les bannir. Donc voilà, je trouve que c'était créatif.
Je trouve que la sanction, elle est assez juste en termes de sévérité et de fun et dans la communauté Darkriders, ça a été très, très bien reçu en mode: «OK, on a tenté, franchement, bien joué les gars, heu, on se fait punir derrière, mais bon, voilà, tu perds un truc, quoi». Donc j'aime bien l'idée de very hotfix, évidemment, la titrelle m'a beaucoup fait rigoler et puis je pense que c'est encore une fois un bug ou un exploit qui n'est pas là pour ruiner l'expérience des autres. Alors si, d'une certaine manière, parce que si tu arrives avec ta clé et que quelqu'un qui n'a pas la clé, mais qui utilise un bug a déjà forcé la chambre, tu vas être un peu vénère. Mais c'est pas comme si des gens arrivaient et balançaient des injures raciales, dans le chat de proximité ou cheataient avec, des auto-aim ou des map packs et cetera. Là, c'est vraiment plus grave. Bref, ça m'a beaucoup fait rigoler et Ark Riders est un jeu vraiment assez incroyable. Voilà. Après, il faut espérer que ça se déclenche pas quand tu passes la porte de façon legit d'Yatot. Bah non, non, parce qu'une fois que tu utilises la clé, je pense que le jeu, il comprend que tu as utilisé la clé et voilà quoi. On reste dans le jeu vidéo avec du coup un bad buzz qui va tenter de se racheter les gens, puisque ça y est. Est-ce que vous vous rappelez de Make Gaming Great Again? Aïe, 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 aïe. La casquette malheureuse, bien sûr, d'un homme qui a voulu se la jouer edgy. On parle de Yann Prooks, voilà, le boss évidemment de Splitgate. Et donc je vous rappelle, Splitgate à la base, petit FPS entre Halo et Portal, qui, sort, dans l'anonymat le plus total, qui ne fonctionne pas et au bout de quelques mois, profitant de l'apathie de la communauté, notamment Halo Infinite, Splitgate, premier du nom, se retrouve avec, une bonne communauté en mode: «Putain, mais le jeu est trop bien, quoi». En fait, il est très, très fun à faire, c'est c'est du arena battle à l'ancienne en équipe avec des portails sur certains murs. C'est très cool et tout et donc Splitgate jouit d'une très, très bonne réputation auprès d'une communauté qui est pas grande et qui est grandissante, quoi. Il s'avère que le studio derrière décide, eh bien, de stopper en pleine croissance Splitgate en expliquant que, vu le moteur vieillissant du jeu, vu le projet, le mieux c'est de repartir de zéro pour faire un truc mieux et ils promettent Splitgate 2. Voilà. Donc déjà, 1re erreur ou pas, je sais pas, mais quand tu as un jeu qui, miraculeusement se met à fonctionner au bout de quelques mois, sans l'aide de personne, de manière tout à fait, naturelle, bon, est-ce que tu as envie de t'arrêter en plein cours? Voilà. Il s'avère, eh bien, que Splitgate avait reçu des fonds, peut-être via le papa de Yann Prooks, qui est un petit nepo babies en plus d'être un mec, problématique, mais bon bref, et qu'ils ont dit: «OK, on part sur un truc beaucoup plus gros, Splitgate 2». On continue, Splitgate 2 sort un peu en bêta. La communauté râle un peu parce que le jeu, il est pas complet évidemment et on attend évidemment des news et vient maintenant il y a 1 an quasiment jour pour jour, eh bien cette apparition non, il y a 6 mois jour pour jour, cette apparition catastrophique de Yann Prools, donc le PDG de la boîte, qui apparaît sur la scène des Summer Game Fest avec sa fameuse casquette Make Gaming Great Again, qui se met à avoir un discours de Yo bro, un peu edgy, genre podcaster mascu américain, qui se met à tracher les FPS pour dire que bah, les FPS aujourd'hui ça manque d'innovation et se met à tracher et à nommer littéralement des Call of Duty, un truc qui se fait pas du tout dans l'industrie. Donc tu es quand même un petit studio qui a rien prouvé à personne et tu arrives et tu te la pètes et tu essaies de dunker sur les géants du secteur, pas ouf. Et tout ça pour annoncer, heu, que dans l'espèce qui manque d'innovation, Splitgate 2 qui était encore en bêta, eh ben, ils vont avoir un mode battle royale, ce que personne dans la communauté Splitgate n'avait demandé, mais ce que beaucoup d'actionnaires, j'imagine, demandent. À un moment, le battle royale, était déjà même un peu passé de mode par rapport à l'extraction shooter. Il se fait défoncer la gueule entre, cette prise de parole catastrophique, un melon gigantesque, puisque, derrière, on va continuer le bad buzz parce que lui et son community manager vont commencer à se trasher avec des gens sur les réseaux sociaux, avec des réponses encore plus edgy. Genre un mec les critique, fait, «Bien joué pour un mec qui a pas levé des millions de dollars». Enfin bon bref, catastrophique, melon énorme. Il tente évidemment de calmer le jeu en étant le gars cool dans le subreddit où il se fait défoncer la gueule et surtout pour ne pas être, assez, il se dit: «Je vais aller encore plus loin» et on apprend à ce moment-là que dans le shop d'un jeu qui n'est pas terminé, dont le développement est lié avec un mode de jeu que personne n'a demandé,
et qui ne fonctionne pas comme le premier Splitgate avait fonctionné, on se rend compte que les cosmétiques vendus dans ce jeu, qui a quand même un design, on va pas se mentir, générique pour dire les choses poliment, en plus, les cosmétiques sont vendus à des tarifs délirants. On parle entre 30 et 90 $ pour certaines skins d'un jeu qui n'a rien prouvé à personne et qui est pas beau, quoi. Et là, pour être vraiment la cerise sur le gâteau du mec qui comprend toujours pas qu'il est pas cool et que bon bref, donc déjà tout le monde déteste Yann Proux, des gens qui connaissent pas Splitgate jusqu'à la communauté de Splitgate, tout le monde le déteste en mode pouah, le bro vraiment mais insupportable. Il change les prix des cosmétiques du jeu en expliquant que c'est un employé qui ne travaille plus dans la boîte, le fameux, ça c'est une excuse parfaite, hein, voilà, comme ça on n'a pas donné de nom, qui avait été en charge de la création et de la modélisation des tarifs des skins et des cosmétiques dans le jeu, et que cette personne, entre parenthèses, avait bossé auparavant sur Call of Duty. Donc vraiment, le mec, vraiment, il est déjà au fond du trou dans la hiérarchie des trous de balles, enfin même il est au top du top dans la hiérarchie des trous de balles du jeu vidéo en quelques jours, et il arrive encore sur un bad buzz à repousser la faute sur le fameux employé anonyme qui en plus aurait bossé sur Call of Duty. Bon, bref. Et donc là, enfin, je pense, après des jours et des jours de siège de son bureau, je pense que les employés lui ont réussi à lui faire dire juste ferme ta gueule, on va juste bosser, tu vas fermer ta gueule. Et donc, Splitgate a été délancé. Donc le lancement de Splitgate a été annulé et le jeu est reparti eh bien, en mode playtest fermé. On va plus communiquer, on va fermer notre gueule et surtout celle de notre PDG et on va essayer de sauver le jeu qui a quand même emprunté beaucoup, beaucoup d'argent pour devenir le nouveau, je sais pas moi, nouveau Overwatch, le nouveau, tout ce que vous voulez quoi, le gros shooter multijoueur, des fameuses années quoi. Voilà. Tout ça pour dire que Splitgate 2 était prévu pour début 2026 pour le vrai lancement, pardon, et que finalement, vous le voyez ici, Splitgate 2 sortira le 4 décembre, enfin la bêta de Splitgate 2 finira le 4 décembre, et ça sortira plus tard au mois de décembre. Et évidemment, grosse méfiance de la communauté en mode est-ce que c'est la pression des actionnaires? Qu'est-ce qui se passe pour que vous le sortiez plus tôt que prévu alors que vraiment c'était vraiment galère? Et message ici de Yann Proux qui a repris un peu la parole dans le subreddit, assez honnête pour dire j'ai envie de croire que le jeu va bien. Et aussi, bah, en fait, c'est pendant la holiday season, donc les fêtes de fin d'année, que beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo. Et c'était important pour nous de venir grappiller, en fait, beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo et de ne pas attendre 2026 où les gens ne joueront pas aux jeux vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est globalement, il a changé de ton. Est-ce que c'est lui qui écrit le message ou est-ce que on l'a bâillonné et c'est quelqu'un qui agit en son nom? Voilà. Mais à la fin, on a envie de dire que le message de ce qu'on voit, donc un, non, je ne serai pas au Game Awards, voilà. Non, on ne reçoit pas de la pression de nos investisseurs pour lancer maintenant. Euh, oui, notre stratégie, elle a changé. On prend beaucoup plus de temps. On est prêt à avoir un jeu qui va démarrer avec quelques dizaines de joueurs pendant des mois s'il le faut, et on ira tout doucement comme la première. Et évidemment, encore désolé et merci pour le soutien et les critiques. Je vous jure, j'ai changé. Bon. Euh, Est-ce que ce sera assez pour sauver Splitgate 2 de son lancement et de son PDG? Je ne sais pas. Encore une fois, on est dans un monde où il y a tellement de bons jeux multi, tellement de bons jeux multi. Comment tu fais pour te relever d'un lancement aussi catastrophique que ça? Enfin, je veux dire, c'est concorde sans le budget de lancement. Quand tu délances un jeu, c'est pas bon. Et quand ton PDG, en fait, sur Google, en fait, il est associé au mot connard, c'est compliqué quand même. Bon, j'ai envie de dire, à part à être un mec avec un ego gigantesque, ce qui est le cas de beaucoup de PDG du jeu vidéo ou de PDG tout court, j'ai envie de dire, bon, laissons voir. Splitgate 1 était apparemment un très très bon jeu. Splitgate 2 est censé être sur une base beaucoup plus moderne. S'ils reconstruisent le jeu comme la communauté les veut, laissons-leur une chance. On verra bien. On verra bien. J'ai presque envie de le télécharger, de l'essayer, hein, mais voilà. Je suis juste content que le jeu soit sorti de ces discours complètement genre t'inquiète, le jeu vidéo c'est nul, heureusement qu'on arrive pour sauver le jeu vidéo parce que ça c'était vraiment vraiment insupportable. FF14 a été délancé. Oui, mais vous savez souvent il faut
il faut pas oublier que, heu, un cas, heu, un cas grandiloquent n'est pas la norme. Parce que pour un FF14, évidemment, combien de jeux Amazon Games, combien de Concorde, combien même de jeux Epic Games, hein. Epic Games, le nombre de jeux qui sont sortis avant que Fortnite ça colle, hein, ces dernières années. Donc, on va pas se mentir, on sait que 95 des jeux services, des jeux multi free to play, se cassent la gueule avec un lancement normal. Des jeux qui ont été délancés, globalement, ont quand même très, 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 très peu de chances de s'en sortir. J'ai envie de dire, le seul truc qui pourrait sauver Splitgate 2, c'est quasiment le bad buzz qui a donné au jeu, eh bien, une connaissance, le fameux bad buzz et steel buzz, une connaissance plus grande qu'un FPS OZEF qui a un look en plus générique au possible, quoi. Donc bon, je sais pas. Je suis l'histoire parce que on était quand même sur un des pires lancements de l'histoire du jeu vidéo avec cette fameuse intervention au Summer Games Fest. Pourquoi pas? Et n'oublions pas que l'immense majorité des jeux ne sont pas rentables. La plus grande immense majorité des jeux multi ne fonctionnent pas à la fin et que la plupart des jeux qui ont loupé leur lancement ont peu de chances de gagner. Donc là, vraiment, Splitgate 2 est vraiment. Les gens, c'est dur. Voilà pour l'affaire Splitgate 2, que je trouve intéressante à suivre personnellement. Même si j'ai pas envie de m'en réveiller la nuit. Alors, on continue et on termine le jeu vidéo avec la dernière news. Eh bien, celle de Nintendo. Et Nintendo qui rachète un studio singapourien, tout à fait. Et c'est le studio qui est derrière Metroid 4 Prime V1. Voilà, donc un peu intéressant. Bandai Namco Singapour devient un studio Nintendo. Je vous rappelle que Nintendo avait annoncé il y a quelques semaines que, vu les résultats financiers monstrueux de la boîte et les ambitions de la boîte sur le jeu vidéo et le cinéma et d'autres trucs, qu'ils allaient commencer à être plus agressifs sur le marché des rachats de studios. Sachez que Nintendo est évidemment des trois constructeurs le moins gourmand en termes de rachats. C'est toujours très 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 contrôlé les rachats chez Nintendo. Souvent ce sont des collaborations de longue date, genre avec Game Freak par exemple. Mais c'est intéressant puisque Bandai Namco Studio Singapour était l'équipe qui avait bossé sur des Splatoon, qui avait aidé sur pas mal de jeux, et à qui on avait proposé en tout cas de faire le Metroid Prime 4, qui était vraiment leur gros projet à eux, qui n'a pas marché, puisque je vous rappelle que Metroid Prime 4 a été reboot pendant le développement et que finalement c'est Retro Studio, donc l'équipe qui est derrière Metroid Prime en général, Metroid en général, qui a récupéré le développement de Metroid Prime 4. Mais il n'empêche que, alors je ne sais pas pourquoi, mais le boulot de Bandai Namco Studio, même s'il n'a pas fonctionné, c'était assez pour que Nintendo les sente éligibles. Alors, dans le communiqué de presse, globalement, l'idée c'est que ils vont plutôt aider sur les assets. Donc, j'imagine que c'est une équipe qui est une équipe un peu soutien, heu, et c'est pas eux qu'on va confier le prochain Mario. Mais voilà, les acquisitions de Nintendo sont assez rares pour qu'elles soient précisées. Bonjour tout le monde! Sachant que donc c'est en fin de semaine que sort Metroid Prime 4 et que ce sera très certainement la dernière grosse sortie jeu vidéo de l'année. Je pense pas qu'il y ait d'autres grosses sorties de jeux vidéo après Metroid Prime 4. Donc ce sera le 4 décembre et que je vous avoue, comme je vous le disais, c'est pas un jeu qui me botte énormément vu ce que j'en ai vu, vu ce que j'en ai lu. Ça a l'air d'être un très bon jeu. Mais voilà, comme j'avais pas trop accroché au Metroid Prime de l'époque sur GameCube, parce que j'étais plutôt un joueur PC à cette époque-là et que du coup jouer à des FPS avec une manette de GameCube, c'était un peu dur pour moi. J'ai un peu loupé, toute la saga Metroid Prime, qui est très, très aimée, hein, globalement, hein. Beaucoup de gens pensent que c'est un excellent, first person Metroid, mais moi j'ai un peu tout loupé et j'ai pas joué au remake sur Switch, des Metroid Prime. Et bizarrement, ça me botte pas spécialement, quoi. Voilà. Peut-être que, peut-être que la maniabilité souris, la Switch 2 me donnera un peu envie d'y jouer et tout, mais je sais pas. Je respecte Metroid, j'adore les Metroidvania, mais je suis pas un immense fan de Metroid en général non plus, donc à voir. On termine sur du hardware avec, une nouvelle machine. Un constructeur chinois. Non, ce n'est pas DJI parce que c'est du jeu vidéo. C'est l'autre constructeur qui, sort des consoles tout le temps, voilà, c'est Aya Neo, qui a annoncé la Aya Neo Next 2. Alors là,
Ils ont tout mis. Ils ont tout mis dans une machine qui va coûter, je pense, 2 000 €, puisque on est sur une machine, attention mesdames et messieurs, avec le fameux AMD Ryzen AI Max Plus 395, donc déjà c'est une machine qui commence à 1500 balles. Un écran 9 pouces 165 Hz, voilà. Des sticks et des triggers TMR, double trackpad, 84 watts de consommation en pointe pour la machine. Et attention, parce que là, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, ils ont annoncé une batterie de 111 fucking watts dedans. Sachant que, légalement, quand tu prends un avion pour embarquer un objet en cabine avec toi, tu ne peux pas avoir une batterie de plus de 100 watts. C'est pour ça que la plupart des ordinateurs portables ont des batteries de 90 à 99 watts. C'est le maximum pour monter dans un avion avec. La Xbox Live X a une batterie de 90 watts, etc. Là, ils ont mis une batterie de 111 fucking watts. Donc, est-ce qu'ils sont au courant des règles de vol? Je pense pas, encore une fois, que tout le monde vienne contrôler leur machine de jeu, parce que tu vas sortir, les gens vont dire: «Waouh, elle est grosse ta Switch quand même». Mais voilà. Mais pour le reste, ils ont mis absolument la max partout. Regardez-moi ça, 9 pouces 2400 par 1504, 165 Hz. C'est donc un écran 16 dixièmes, je crois. C'est un délire. Et donc, pour les gens qui demandent, ce sera évidemment sous Windows. Jusqu'à 85 watts de TDP. Non, mais la machine, elle va envoyer un truc. Elle va envoyer un truc, c'est délire. Voilà. J'ose pas trop imaginer aussi le poids. Non, mais vous imaginez que c'est un écran de 9 pouces là-dessus. Hein. Je sais pas, 9 pouces. Vous imaginez la taille par rapport au Steam Deck? C'est délirant, quoi. Les Steam Deck, c'est 7,4 pouces. Bon, les bords sont plus fins. Souvent, vous le savez, les Aya Neo Next sont le top du top de chez Neo en termes de spec. Voilà. Mais encore une fois, attention. Aya Neo, alors Aya Neo, vous voyez, c'est un peu les rois de la 3D, parce que ce que vous voyez, c'est évidemment des rendus 3D, mais Aya Neo, ils sortent leur machine depuis des années, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que souvent, on a un peu peur qu'Aya Neo, ils passent plus de temps à sortir des machines qui vraiment les suivre pendant des années. Donc à voir, mais là, ça sent évidemment une machine qui va coûter 2000 boulettes, c'est un délire. C'est trop beau pour être vrai, dit Omni, ça sent un bon 1000 balles. Ah non, je pense Omni, là, que t'as pas bien compris le prix, là. Je pense que ça sent un bon 2000 balles. Ça va être 2000 balles parce que pour vous donner une idée, un PC, même pas un PC avec un écran, un PC avec un Ryzen 395, ça coûte, enfin ça dépend évidemment de la RAM disponible dedans, et j'espère qu'il y aura des versions pour ne pas avoir les 128 Go de RAM dont on n'a pas besoin pour le jeu vidéo. Mais si vous achetez un AMD Ryzen 395 avec 128 Go de RAM, on est à 2000-2200 euros pour un PC, pour un PC sans écran. Donc là, imaginez une machine avec tout ça en plus. Je pense que la version 128 Go va coûter 2500 balles. Sachez aussi que AMD prépare des déclinaisons jeux vidéo de cette puce, parce que là, cette puce, c'est un peu débile. Vu le nombre de cœurs CPU, la quantité de mémoire, ça ne sert à rien pour le jeu vidéo, ça sert à faire de l'IA. Mais il y a des versions de la 388 qui risquent d'arriver, notamment, qui auraient le même nombre de corps GPU, mais moins de corps CPU et de la RAM bloquée à 64 Go, et qui permettrait de diviser le prix quasiment par deux pour des résultats identiques en jeu vidéo. Donc pas en IA local, mais je pense que ce que vous achetez cette machine, c'est clairement pas pour faire de l'IA local. Ça sera pour 2026. Voilà. Là, évidemment, c'est un peu comme les GPD Win 5 et autres machines délirantes. C'est si vous voulez vous dire, je veux le top du top du top du top de cette année en attendant l'année prochaine et que j'ai 2000 balles à brûler. Voici comment brûler 2000 balles. L'écran est ultra niche. Oh, l'écran, il est super niche. Mais il est même pas OLED, hein, je crois. Hein. Si, non, c'est un OLED, vous avez raison. Ouais, c'est un écran qui est très très niche parce que l'écran notamment de la fameuse Lenovo Legion Go 2, c'est un écran 8,8 pouces. Donc déjà, on sait que c'est pas le même. Donc à moins qu'une certaine manière, ils aient grappillé des trucs avec les bords d'écran, que sais-je encore. Et en fait, ils utilisent l'écran de Lenovo. Mais ça m'étonnerait effectivement. Beau bébé, mais j'ai envie de dire surtout gros bébé. Maintenant, vous le savez, voilà, moi dans ma tête, j'attends qu'une chose. C'est en gros SteamOS sur des machines Android. Et vu que déjà je joue à des jeux Windows sur mes tablettes Android, une fois que SteamOS permettra vraiment d'avoir une interface avec un Linux ARM, une interface nickel,
et d'avoir des applications Android et des applications Windows, Linux dans une tablette ou un téléphone, ou un truc en tout cas avec une puce, Qualcomm. Pour moi, l'avenir du jeu vidéo, il se trouve là. Donc je vous avoue que je vais avoir du mal à me hyper pour autre chose que d'avoir enfin des machines de jeu Qualcomm, hyper, fines, hyper silencieuses, hyper puissantes qui font tourner mes jeux Windows. Pour moi, l'avenir du jeu vidéo portable, mon avenir du jeu vidéo portable, il est clairement là, quoi. Donc c'est cet écran, nous dit, McDuffie. Ah, c'est la Red Magic Astra. C'est vrai que la Red Magic Astra, elle a l'écran 9 pouces, OLED. C'est vrai, tout à fait. Ah bah oui, c'est vrai, on le retrouve ici, du coup. Ouais, je suis bête. C'est vrai. Je vous rappelle que la Red Magic Astra, j'ai failli me l'acheter, mais je ne l'ai pas acheté parce que, le port USB-C est placé d'une certaine manière où on ne peut pas brancher des manettes de jeux mobiles. Mais sinon, ouais, la Red Magic Astra, elle est vraiment, d'un point de vue tablette compacte, on fait pas beaucoup mieux, quoi. Oui, tu as raison, en fait, j'aurais dû aller voir de ce côté-là. Bah, les gens qui ont testé la Red Magic Astra, ils disent que l'écran est vraiment top, hein. Donc, il met évidemment 1000 à l'iPad mini, mais il est même mieux que l'écran de la Lenovo Legion Go, dernière génération. Sachant que la prochaine Lenovo Legion Go Tab de 2026 n'aura pas d'écran OLED non plus. Ce qui, à mon avis, est un peu une erreur, mais voilà, quoi. Bref, voilà pour les news. J'espère que vous avez bien dépensé votre argent entre une souris Death Stranding à 180 balles, des claviers rétro, voilà, à 400 balles et une console de jeu PC qui coûtera, je pense, 1 500-2 000 $ les doigts dans le nez.